Bonjour à tous et bienvenue sur Castor. Pour cet épisode 21, j'ai le plaisir d'accueillir Maxime Gros. Maxime est avocat au barreau de New York et manager chez EY. Il est récemment passé une semaine en France, tout juste assez pour que je puisse l'interviewer. Sans détour, il se livre aujourd'hui à l'exercice de vous raconter son métier en phase 1, puis son parcours en phase 2. Il vous raconte son quotidien d'avocat fiscaliste chez EY au sein du département taxe du bureau de New York, mais aussi les plus éléments du job et les qualités qu'il faut avoir, selon lui, pour être à son poste. Concernant son parcours, il vous explique que malgré qu'il en soit arrivé là aujourd'hui, il a vécu une fin de collège difficile, une première année d'université compliquée, après un concours Sciences Po raté. Qu'il était délicat de se faire sponsoriser son visa par un employeur aux États-Unis et qu'il a eu très peur de se faire sortir à cause du Covid. N'hésitez pas à vous référer au descriptif de l'épisode. Nous décryptons pour vous ces temps forts afin de vous permettre de naviguer efficacement dans ce qui sera intéressant pour vous. Vous écouterez peut-être les 2 heures, peut-être juste 10 minutes de ce qui vous aura parlé. Au plaisir d'avoir vos retours et bonne écoute. On se lance ? Parfait. Feu. Hello Maxime. Hello Rémi. Bienvenue sur Castor. Merci. Merci de me faire ce plaisir d'être là avec moi aujourd'hui pour un épisode dont on ne sait pas encore le numéro, peut-être épisode 20, épisode 21, on verra. Je suis content de t'avoir pour plein de raisons. La première, c'est que j'ai pas encore interviewé d'avocat. Un avocat qui n'est pas un avocat au barreau de Paris, en l'occurrence, un avocat au barreau de New York. Il y en aura sur ce point un peu plus tard. Première raison. Deuxième raison, parce qu'on est très copains. Et du coup, je me méprends parce qu'il y en a 3, des raisons et pas 2. La troisième, c'est que j'ai la chance de t'avoir à Paris. T'es pas à Paris souvent, parce qu'on sait des États-Unis qu'ils ont peu de congés, que tu peux pas en poser à ta guise tout le temps, toute l'année, donc tu passes peu finalement nous voir dans cette ville qu'est Paris. Donc je suis très content de pouvoir te catcher et d'avoir ce moment avec toi. Moi aussi. Enfin, je suis sur Castor. Très fier. C'est vrai que tu es un auditeur... Après avoir écouté tout le monde, enfin c'est mon tour. Exactement, c'est très cool. Donc tu connais très bien le principe de Castor. Oui. Je vais le refaire rapidement pour des gens qui pourraient nous rejoindre du coup en cours de route, cet épisode. Castor, en très peu de mots, c'est un podcast qui vise à aider les gens en situation d'orientation, de réorientation à s'informer pour trouver leur voie. Aussi simple que ça, donc on met à disposition des histoires, des parcours, des métiers pour que les gens puissent piocher et se dire ok, le métier d'avocat m'intéresse, le métier de professeur m'intéresse, le métier de commercial m'intéresse, je vais aller écouter comment ça s'est fait, pourquoi ça s'est fait et pourquoi pas m'inspirer. Voilà. Parfait. Clair pour toi ? Très clair. On a 3 phases sur ce podcast. Phase 1, ton métier. Phase 2, ton parcours. Phase 3, un peu comme à quoi t'aspires pour les mois et les années à venir. Sur la temporalité qui sera la tienne. Donc tu m'exprimeras ce que tu veux à la fin. Donc voilà comment se structure le podcast. Génial. Ouais, toujours bon ? C'est bon. Magnifique. On se lance ? C'est parti. Première question. C'est pas une question, c'est juste dis-moi ton prénom, ton nom, ton poste et ta localisation. Alors, je m'appelle Maxime Gros, j'ai 29 ans, j'habite à New York depuis maintenant 4 ans. Ça fait 6 ans que je suis aux États-Unis, 4 ans que je suis à New York. Et je suis manager chez Ernst & Young à New York. Donc, je suis avocat fiscaliste, je suis dans le département taxe et plus précisément ce qui s'appelle International Tax and Transaction Services. T'étais où avant d'être à New York ? J'étais à Boston pendant 1 an et demi. Où j'ai fait ce qu'on appelle un LLM, donc un master en droit américain. Et avant ça, j'étais à Paris où j'ai fait mes études jusqu'au M2. Redis-nous doucement ton intitulé de ton poste. Alors, je suis manager, c'est le D'accord. titre, et donc le département s'appelle International Tax and Transaction Services. Donc, on fait du conseil fiscal à des clients qui sont principalement des entreprises, des fonds d'investissement. Et donc, il y a une dimension internationale. Donc, moi, si je rentre, si mon équipe est consultée, c'est vraiment, il y a une dimension internationale vis-à-vis du client ou vis-à-vis du deal. Donc, généralement, ça peut être une entreprise américaine qui a des filiales à l'étranger, une entreprise étrangère qui a des activités aux États-Unis, une entreprise qui a des actionnaires américains. Il peut y avoir plein de raisons, mais il y a nécessairement une dimension internationale. Et donc, on applique les règles internationales de la fiscalité américaine. On en a parlé un petit peu avant. Ce qui est important, c'est que tu te mettes dans la peau de quelqu'un qui nous écoute, qui ne connaît rien à ton job et qui souhaite te découvrir. Comment est-ce que tu lui décrirais les missions que tu effectues au quotidien ? Quelles sont les missions que tu as, toi, Maxime ? Alors, donc c'est
Principalement du conseil. Donc, je suis avocat, mais je ne suis pas avocat dans le sens classique qu'on entend, c'est-à-dire je ne plaide pas. Pour plusieurs raisons. La première est qu'en fiscalité, notamment aux États-Unis, on plaide assez peu. Ça peut arriver, mais c'est assez rare et c'est des avocats très spécifiques qui font ça. La deuxième raison est que EY n'est pas un cabinet d'avocats. C'est un cabinet d'audit qui est aujourd'hui très très grand et donc a du conseil et a un département taxe. Alors où en France c'est en fait une entité à part, aux États-Unis c'est un peu différent, on est la même entité mais c'est des départements très spécifiques et donc puisqu'on n'est pas un cabinet d'avocats, on n'a pas le droit de plaider. Donc on fait purement du conseil et donc typiquement un client vient nous voir avec des faits, avec une question, avec un problème, d'un point de vue purement business. Ça peut être quoi si tu l'imaginais un problème? Alors typiquement, moi je fais beaucoup de M&A. Donc je vais plutôt parler du M&A, c'est ce que je connais le mieux. Donc beaucoup de nos clients à New York sont des fonds d'investissement. Ça c'est très spécifique au bureau de New York. Certains bureaux d'EY dans d'autres villes auront des clients différents. Boston a beaucoup de biotech. San Francisco a beaucoup de sociétés de la tech, Apple, Google, etc. Nous, à New York, c'est les fonds d'investissement. Et donc, le cas typique, c'est un fonds d'investissement veut acheter une entreprise. Soit c'est carrément une entreprise à l'étranger directement, soit c'est une entreprise américaine, mais qui a des filiales à l'étranger. Toujours avec cette dimension internationale. Toujours. Donc, chez EY, il y aura, même au sein de nous, il y aura plusieurs équipes. Il y a une équipe, je veux dire, c'est l'équipe principale, qui fait le Federal Tax. Donc, c'est vraiment les lois fédérales américaines. Et donc, c'est vraiment fiscal purement américain. Donc, eux vont non seulement toutes les questions de fiscalité américaine pure, c'est eux qui vont y répondre, mais surtout, c'est eux qui ont la relation avec le client. Et en fait, il y a d'autres équipes en dessous. Je dis toujours qu'on est un peu des sous-traitants, mais en fait, des sous-traitants au sein d'EY. Donc, il y a une équipe qui s'appelle SALT, c'est State and Local Tax. Donc, ce sera toute la fiscalité des États, puisqu'aux États-Unis, chaque État a une fiscalité spécifique. Il y a une équipe qui fait transfer pricing, donc le prix de transfert. C'est aussi quelqu'un de spécifique. Et il y a nous, où on fait vraiment la dimension internationale. Et donc, le schéma typique, donc le fonds d'investissement est généralement l'acheteur et notre client. Et nous dit, voilà, on voudrait acheter telle entreprise. La première étape, c'est la due diligence. Et donc, on va tout simplement éplucher l'entreprise. On va regarder leurs déclarations fiscales sur les 3 ou 4 dernières années, tous les contrats qu'ils ont pu signer. On va avoir des discussions avec eux, on a toujours des calls pour essayer de comprendre quel est leur business, comment ils opèrent, où sont leurs activités, où ils ont des employés, etc. etc. Et on va essayer d'analyser tout ça, de le traduire d'un point de vue fiscal. Qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue des règles fiscales? Et le but est de repérer des problèmes. Et on fait pour notre client une liste des problèmes qu'on trouve. On essaye, dans la mesure du possible, de quantifier ces problèmes. Et pour ensuite aller voir notre client et leur dire, voilà, vous avez tel et tel risque, qu'il soit plus ou moins dangereux ou pas, c'est-à-dire dangereux, il y a plus ou moins de chances que le risque se réalise, et si ça se réalise, ça peut vous coûter tant. Et généralement, le client ensuite utilisera ça dans sa négociation et ça permet d'ajuster le prix. C'est rare, mais ça peut arriver. Parfois, on trouve un vrai red flag et on tue un deal. C'est rare, ça m'est déjà arrivé, c'est jamais agréable pour qui que ce soit, mais parfois on est obligé de dire au client, écoutez, ça me coûtera trop cher, ce sera trop compliqué, c'est pas faisable, les règles aujourd'hui sont tellement compliquées que ça peut être difficile. Donc ça, c'est la première étape. La seconde étape, c'est le structuring. Donc la planification, qui est 2 sous-étapes. La première, c'est planifier l'acquisition. Donc, notre client a une structure existante. La compagnie, la target a également une structure existante. Ce n'est pas toujours compatible. Donc, comment est-ce qu'on fait en sorte d'acheter l'entreprise de manière efficace? Est-ce qu'elle le paye en cash ou est-ce qu'elle le paye en actions ou un mix des deux? Où est-ce qu'on place les entreprises? Par exemple, s'il y a des filiales en Europe, généralement, tu veux mettre une holding au Luxembourg. Est-ce que tu veux mettre des entreprises au Cayman, aux États-Unis, etc., etc. Et la réponse n'est pas toujours la même, ça dépend de la structure. Et donc, on travaille sur ça pour l'acheter de la manière la plus efficace possible.
La plus efficace, c'est bien entendu d'un point de vue fiscal. Ça veut bien entendu pas dire il faut pas payer d'impôts, il faut frauder, il faut mentir. Ce sera jamais le cas. Il n'y a aucun avocat qui dirait ça parce que de toute façon notre responsabilité sera engagée. Mais ça veut dire comment on fait ça de manière intelligente. Donc oui, on veut réduire les coûts légaux, les coûts fiscaux, mais aussi on veut juste que ce soit faisable. Aujourd'hui, il y a plein de règles fiscales qui font que certaines juridictions ne se parlent pas, que ça ne marche pas, que ça crée des problèmes administratifs. Et donc, on essaye de naviguer tout ça et d'aider nos clients à trouver la formule qui marche le mieux. Et on travaille aussi avec nos collègues dans d'autres pays. Parce que, comme je disais, il y a une dimension internationale, ça veut dire qu'il y a d'autres pays qui sont impliqués. Donc, on peut travailler avec EY en France, EY au Royaume-Uni, EY, donc je travaille beaucoup avec EY aux Pays-Bas, au Luxembourg, en Asie, etc. pour que trouver une réponse qui nous marche d'un point de vue droit américain, mais qui marche aussi d'un point de vue de droit des autres pays. On ne vit pas dans une bulle, il faut que ça marche pour tout le monde. Et donc ça, c'est l'acquisition. Et ensuite, on fait la même chose pour, OK, maintenant on a pris contrôle de cette entreprise, comment on l'intègre au reste du groupe, pareil, pour que ce soit de manière efficace, où est-ce qu'on trouve des synergies, etc. Et parfois, les clients veulent faire des choses d'un point de vue business, et ça peut être une décision de business, et qui ne va pas forcément de soi d'un point de vue fiscal. On les aide à trouver autre chose, ou parfois juste on les aide à trouver la bonne structure. J'ai une question sur les avantages et inconvénients du rôle. Si tu devais citer quelques avantages, quelques inconvénients, qu'est-ce que tu dirais? Alors, pour moi, l'avantage principal chez EY est très très grand, on a beaucoup de clients, et donc je bosse pour plein de clients différents. Surtout avec le M&A, en moyenne, je fais 2 deals par semaine, généralement. Alors, il s'étale sur plusieurs semaines, mais en gros, je travaille en parallèle constamment sur 2 deals, et un deal dure 3 semaines, 1 mois. Et donc, en fait, je vois constamment des nouveaux clients, des nouvelles problématiques, et il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre. En plus, les règles fiscales changent énormément. D'un point de vue américain, aujourd'hui, il y a beaucoup de règles internationales parce qu'avec l'OCDE, BEPS, etc., certains qui nous écoutent connaissent tout ça. Et donc, ça pose plein de challenges. Et en fait, je suis constamment en train d'apprendre quelque chose de nouveau, de découvrir quelque chose. Et c'est hyper stimulant intellectuellement. Donc, pour quelqu'un qui aime apprendre, il y a un côté un peu geek et qui est super. On ne s'ennuie jamais. Un vrai désavantage, alors je sais que tu sais ça, moi c'est pas un désavantage, mais pour certains ça peut être dur, c'est qu'effectivement les horaires sont longs. Le cliché des avocats new-yorkais est malheureusement vrai, c'est vrai des avocats parisiens aussi d'ailleurs. J'ai plein de copains parisiens qui seraient pas contents si je disais que c'est que les avocats new-yorkais. Donc quand on est avocat, on travaille beaucoup, soit on aime, soit on n'aime pas. C'est comme ça, on vit avec. Pour moi, un vrai désavantage, et qui est inhérent au fait de faire du M&A, c'est on ne voit pas toujours la fin des deals. Donc, nous, on envoie à notre client, en gros, nos conseils, notre report, etc. Et on ne sait pas toujours ce qui se passe. Parfois, le deal va se faire, super. Parfois, le deal ne se fera pas, à cause de nous ou pour d'autres raisons. Purement business, ils ne se mettent pas d'accord sur le prix, et ça peut être n'importe quoi. Mais on ne le sait pas. Et donc, parfois, je lis les journaux et je vois 6 mois après que tel deal s'est fait. Je me dis, tiens, c'est un deal sur lequel j'ai bossé, mais moi, je n'étais pas au courant. Et parfois, on ne sait jamais. Et moi, c'est toujours quelque chose qui m'a un peu frustré de ne pas avoir tout est très rapide. Et parfois, tu manques un peu de closure, de savoir comment ça se finit, d'aller jusqu'au bout, voire peut-être ensuite d'accompagner, de continuer à développer une stratégie, etc. C'est quelque chose qui peut être un peu difficile, je trouve. Pour revenir sur les avantages relatifs aux heures, qui n'en est pas un pour toi, mais qui peut en être un pour beaucoup de ceux qui vont nous écouter, ça veut dire quoi beaucoup? Définis beaucoup. C'est quoi beaucoup d'heures? Alors, pour moi, typiquement, ce que je qualifierais d'une bonne journée, c'est 9h, 9h30, 19h, 19h30. Là, je suis content. Plus réalistiquement, c'est pas très français d'ailleurs, pardon, de manière plus réaliste, excusez-moi, je finis généralement plutôt autour de 20h, 21h. C'est généralement l'heure à laquelle je pars. Et en fait, le matin, quand je me réveille, la première chose que je fais, c'est que je prends mon téléphone et je fais une demi-heure d'email.
parce qu'on travaille beaucoup avec l'Europe, typiquement, qui a commencé avant nous. Donc j'ai des mails, je peux commencer à répondre. Ensuite, le temps que je me prépare et que j'arrive au bureau, ils m'auront répondu. Donc c'est ce genre de choses. Donc les horaires sont assez longs. Mais je dois quand même avouer que sur ce plan-là, être chez EY est un avantage. EY est un très gros, on a des très grosses équipes. Et donc on peut mieux répartir le travail, aussi bien d'un point de vue horaire, ou par exemple d'un point de vue vacances. Donc tu l'as dit, là aujourd'hui je suis à Paris avec toi, je suis ici pour une semaine et alors je touche du bois, je ne vais pas travailler. Pas exactement, parce que normalement j'ai mes équipes, les gens avec qui je travaille au-dessus, en dessous de moi qui vont couvrir pour moi, il n'y aura pas de problème et on a cette capacité à faire ça. Je pense le cabinet au sens pur, les cabinets d'avocats ont souvent des plus petites structures et où vraiment ça peut être beaucoup plus compliqué parce que tu n'as pas les effectifs. L'autre avantage d'avoir des gros effectifs, c'est qu'on peut se permettre d'être hyper spécialisé chez EY. Donc pour n'importe quelle question que tu peux imaginer de fiscalité, on aura un spécialiste qui pourra y répondre. Et d'ailleurs, très souvent, quand nous, un client vient nous voir, nous-mêmes, on n'a pas la réponse. Et donc, on consulte des gens. On a une équipe à Washington qui est spécialisée dans ça. Mais on a aussi... on est partout dans le monde. Et donc, non seulement il y a un bureau d'EY dans à peu près tous les pays du monde, mais en plus, par exemple, à New York, on a des desks de pays étrangers. Et donc, si un client vient nous voir et nous dit « écoutez, j'ai une petite question en fiscalité luxembourgeoise », on a des gens du Luxembourg à New York qui peuvent, si la question est facile, répondre en 2 heures, 3 heures. Donc, on peut dans la même journée avoir une réponse. Et si c'est un peu plus complexe, on appelle EY Luxembourg et on travaille avec eux. Il y a un point de liaison qui est présent au bureau et qui peut faire le lien. Exactement. Et ça, c'est quelque chose qui est inhérent au Big Four, donc EY, PwC, Deloitte et KPMG, ces grands cabinets qui existent dans une certaine mesure pour les cabinets d'avocats, mais les cabinets d'avocats sont plus petits et donc ont moins ça. Et ça, je trouve que c'est quelque chose de très intéressant parce que tu travailles avec plein de gens, tu vois plein de choses et je trouve ça, personnellement, je trouve ça passionnant et ça permet d'apporter vraiment un package complet à nos clients. À ton grade de manager, alors déjà pour arriver au grade de manager, par quel grade t'es passé? Alors, EY, et ça pareil c'est spécifique à EY qui change un peu par rapport à un cabinet d'avocat, c'est très hiérarchisé. Donc tu commences en tant que staff. Et alors le parcours classique, c'est que tu fais 2 ans de staff, 3 ans de senior, 3 ans de manager, X années de senior manager. Senior manager, tu sais jamais exactement combien tu vas faire parce qu'après senior manager, tu deviens soit partner, soit pour certains, ils appellent ça executive ou managing director. Mais ça, en fait, tu peux rester senior manager pendant 10 ans. Généralement, c'est extrêmement rare de passer partner à moins de 4-5 ans. Ça peut arriver, il y a des gens très très forts. Mais donc, tu peux rester senior manager pendant un bon moment. Moi, parce que j'ai fait un LLM et que je suis avocat, c'est un peu spécifique où, entre guillemets, on saute la première année de staff. Donc, je suis rentré directement staff 2. Donc, j'ai fait en fait 1 an de staff, 3 ans de senior et je suis devenu manager il y a quelques semaines au mois d'août. Et donc manager, c'est une évolution de ton rôle aussi au sein de la structure. Tu as des équipes qui te reportent maintenant? Oui, alors, à nouveau, en fait, en étant avocat, le métier reste finalement le même. Que tu sois staff ou partenaire, tu fais la même chose. Bien entendu, les rôles, les missions sont un peu différentes, la responsabilité est différente, l'expérience est différente, c'est évident. Mais finalement, à la fin, tu fais du conseil à tes clients sur les questions fiscales. C'est pas comme une entreprise où le poste quand tu rentres et le CEO sont des métiers complètement différents. Là, ça reste finalement le même métier. En revanche, tu le fais de manière différente avec des responsabilités différentes. Et effectivement, maintenant que je suis manager, j'ai des gens en dessous de moi, donc des staffs et des seniors, qui reportent directement à moi, que je dois aider à définir les missions, qui m'aident moi à faire certaines choses. Et ensuite, moi, j'ai au-dessus de moi un senior manager, un partenaire, voire plusieurs selon la taille du dossier. Souvent, on a, dans les cabinets de conseil, tu as tendance en évoluant en hiérarchie, en devenant manager, senior manager, à avoir, au-delà de ton expertise technique, des enjeux business qui viennent s'ajouter. Est-ce que c'est le cas aussi dans ton domaine à toi? Oui, absolument. Alors, typiquement chez EY, il y a tout un côté administratif.
qui est même une certaine lourdeur administrative. Je pense qu'on peut le dire, parce que personne ne m'en voudra de dire ça. EY est une très grosse machine, et donc dans toutes les très grosses machines, il y a beaucoup de règles, c'est très strict, il faut suivre des protocoles, et c'est pas toujours très fun. Mais il faut le faire, et donc ça, c'est un de mes rôles aujourd'hui. Donc, typiquement, le client vient nous voir. En fait, quand je dis nous, il vient voir le partenaire, bien entendu, c'est pas moi, Maxime, qu'on appelle. Pas encore. Pas encore. Exactement, j'espère un jour, mais pas pour l'instant. Donc, il vient voir le partenaire, il explique le deal ou le problème, etc. Et donc, nous, la première étape, ce sera de définir un scope. Donc, c'est de dire, OK, vous nous avez... En fait, je dis toujours qu'on a un rôle de traduction. Le client vient nous voir avec un problème business. Nous, on doit traduire ce problème en problème fiscaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelles règles sont impliquées? Quelles problématiques ça pose? Ensuite, on doit répondre à ces problématiques d'un point de vue technique. Et ensuite, on doit retraduire ça pour rendre une réponse business à un client. Parce que si je rends un mémo de 50 pages hyper technique à un client qui ne comprend rien, ça ne l'intéresse pas. Lui, ce qu'il veut savoir, c'est est-ce que j'ai un problème, oui ou non, et comment je règle ce problème. Et combien ça va me coûter, bien entendu. Donc c'est là où l'aspect business rentre en considération, c'est que effectivement tu vas définir le cadre du travail que tu as réalisé pour lui et donc le coût associé. Donc c'est là où tu vas engager la réalisation de devis. Exactement. Donc tu définis un scope. Alors voilà, on va faire ça, ça, ça et ça pour vous. Ensuite, on fait une estimation de combien ça va coûter, qu'on négocie avec le client, et c'est toujours compétitif. Il ne faut pas se leurrer, les clients parlent à tout le monde. Ils parlent au cabinet d'avocats, ils parlent aux autres Big Four. Et donc, à la fin, parfois, tu as une relation avec le client, vous avez déjà travaillé avant, ils vous connaissent, ils ont confiance. Parfois, ils iront juste voir le moins cher, tout simplement. Donc, c'est quelque chose à prendre en compte, et on doit toujours être compétitif, on doit toujours faire attention à ça. Donc, on définit le scope, on définit les fees, et une fois que le client est d'accord avec ça et signe, il y a tout un côté administratif. On doit créer ce qu'on appelle ça un engagement. Donc, dans les systèmes d'EY, on doit mettre en place une équipe. Donc, combien de personnes, quel rôle, quel degré, est-ce qu'on a besoin d'un senior manager et d'un manager, ou peut-être qu'on a besoin seulement d'un seul des deux. Ça m'arrive parfois de bosser directement avec le partenaire, il n'y a pas de senior manager. Est-ce qu'en dessous, est-ce qu'il faut un senior et un staff, les deux, un seul des deux? Est-ce qu'il faut des très grandes équipes ou pas? Donc, on définit toutes ces choses. Bien entendu, je ne suis pas seul, je discute de ça avec le partenaire ça dépend aussi du budget, bien entendu. Et puis, au fur et à mesure du déroulement de l'engagement, parfois c'est très rapide, parfois ça prend beaucoup de temps. Et si ça prend plusieurs mois, il y a un côté administratif. Chaque mois, on va voir combien on a dépensé, on va envoyer les factures, on parle aux clients. Il y a tout un côté relation client, comprendre est-ce qu'ils sont contents, pas contents, gérer ce genre de choses. Et donc tout ça, c'est très nouveau pour moi parce que je viens d'être premier manager, mais c'est des choses que j'apprends et qui font partie du rôle, qui ne sont pas nécessairement... Certaines personnes adorent, moi c'est pas nécessairement ce que j'aime le plus, je m'épanouis plus dans le côté technique, mais ça fait partie du job et je dois l'apprendre. Je dois aussi apprendre à manager des gens. Ce qui, tu me connais bien, donc tu sais que c'est pas forcément ma première qualité, donc j'apprends tout, ça revient, j'apprends tous les jours, j'apprends ça aussi, comment on set des expectations pour des gens, des deadlines, comment on s'y tient. Moi, je dois apprendre à accepter de déléguer du travail, ce qui n'est pas toujours facile, à accepter comment je dois expliquer à quelqu'un qui débute et qui a peut-être pas les connaissances techniques, comment moi j'explique les choses, comment ensuite je review le travail, comment je le corrige, comment moi aussi j'améliore la qualité de mon travail parce qu'il y a quelqu'un qui m'a review mon travail, etc., etc. C'est vrai effectivement que je connais aussi un peu le rôle de manager. Donc j'ai vu mon évolution de contributeur à manager et je vois beaucoup de gens qui contribuent extrêmement bien, manager ensuite des équipes. Ces deux rôles qui sont quand même extrêmement différents. Un bon contributeur ne fera pas forcément un bon manager. Mais pour autant, pour bien te connaître aussi, le fait que tu exprimes ne pas être sûr d'être un bon manager, c'est déjà une bonne pierre de poser. C'est-à-dire quelqu'un qui arrive en disant je suis sûr d'être un bon manager, j'ai tendance à un peu challenger le fait, cette certitude qu'il a avant même d'avoir exercé. Donc après, deux managers côte à côte ne vont jamais se ressembler. Tu peux manager par la technicité, en aidant tes équipes à être meilleurs, à devenir plus experts. Tu peux manager par le relationnel. Il y a des managers qui malheureusement qui managent par la pression, par la peur, par l'engagement. Donc après, je pense que c'est un truc sur lequel tu te trouves. Et toi, tu vas te trouver, c'est encore tout récent. Et tout, c'est effectivement, quand tu citais EY et la taille des équipes, c'est de pouvoir se faire accompagner par des managers qui eux-mêmes l'ont fait avant toi, peuvent te mentorer et te faire évoluer en compétences, quoi. Bien sûr, et il y a un côté affinité.
je trouve que c'est un côté super d'EY, c'est à nouveau la taille, ce qui te permet, toi, de voir plein de choses et qui te permet aussi de changer d'équipe. Et donc, parfois, ça se passe très bien avec certaines équipes et parfois, ça se passe pas bien. C'est pas forcément la faute de l'un ou de l'autre, c'est des caractères qui ne matchent pas. Et je trouve une des grandes forces d'EY, c'est que tu peux parfaitement changer complètement d'équipe en gardant exactement le même job. À New York, on est tellement nombreux que tu peux faire exactement la même chose, mais juste avec des gens différents. Et moi, je trouve ça super parce que ça m'est arrivé au début de ma carrière. Je n'ai bien entendu pas citer de nom, mais j'ai un senior manager avec qui ça s'est très très mal passé. Et c'est pas grave, j'ai changé d'équipe, j'ai plus bossé avec lui. Il a fini par partir d'EY d'ailleurs. Et maintenant, en ce moment, je bosse avec des gens où ça fait plus de 2 ans qu'on bosse ensemble. 80% de mon temps est avec eux. Ça se passe super bien, on se connaît, on a confiance. Et bien entendu, ça crée des synergies et on bosse de mieux en mieux. Et donc maintenant, j'essaie de développer ça avec... j'ai un staff avec qui j'ai commencé à travailler depuis 2 mois. On apprend à se connaître, on apprend à avoir confiance l'un dans l'autre. Moi, je découvre ce qu'il sait faire tout seul et là où je dois l'aider. Lui découvre aussi quelles sont mes attentes. Parfois, lui aussi me donne des conseils parce que j'apprends moi aussi. Et d'ailleurs, je lui ai dit dès le début, moi aussi j'apprends, il faut que tu sois indulgent avec moi aussi. Et donc, ça, je trouve que c'est super. Par rapport à parfois dans des petites structures, si ça se passe mal, malheureusement, ta seule issue est de partir. Donc, je trouve ça aussi intéressant d'avoir cette... Encore une fois, il y a des avantages et des inconvénients à tout. Être dans une très grande machine, ça a des inconvénients, la lourdeur administrative, ce genre de choses, mais ça a aussi des avantages. Non, je pense que tu as très bien répondu à la question. Ma question d'après, c'est sur les qualités qu'il faut pour occuper ce poste-là, ce rôle. T'en as quelques-unes, pardon. Ouais, je pense que c'est principalement, pour moi, être très organisé et avoir le sens du détail. Parce que parfois, tu peux avoir d'énormes quantités d'informations à traiter. Je reviens quand je disais on faisait de la due diligence. On parle de milliers de pages qu'il faut éplucher rapidement. Il ne faut rien oublier. Parfois, un détail, une phrase peut avoir une signification. Et du coup, il faut le sens du détail pour trouver ces choses-là, mais il faut aussi être très bien organisé dans ta tête et dans ta manière de travailler. Et ça, je pense que ça se travaille. C'est pas inné, je pense que ça s'apprend et ça se travaille, mais c'est pour moi la qualité première. Peut-être que ce que je vais dire, tout le monde ne sera pas d'accord, mais je pense que c'est pas tellement les qualités techniques, parce que je pense que ça s'apprend. Je pense que c'est tellement vaste que personne ne nous connaît tous, c'est impossible. Si un jour plus vrai, si un jour un de vos avocats, vous allez voir un avocat qui vous dit je connais tout, fuyez, un mauvais avocat. Ou si vous répondez tête, fuyez. Il faut toujours, les meilleures avocats avec qui j'ai travaillé, aller toujours vérifier les réponses dans les règles, dans les codes, dans la jurisprudence. Il faut tout vérifier. Ça change, c'est complexe, il y a des interprétations différentes. Et je pense sincèrement que d'un point de vue technique, tout s'apprend et tout continue à s'apprendre constamment. Que vous ayez 1 an d'expérience ou 20 ans d'expérience, vous n'avez pas la réponse, vous continuez à apprendre, vous continuez à chercher, vous continuez à découvrir. Mais en revanche, il y a des qualités importantes, voilà, être bien organisé, savoir analyser un problème, comprendre qu'on vous donne beaucoup d'informations, ce qui est important et ce qui est annexe. Voilà, je pense que pour moi, c'est vraiment le plus important. On verra quand même un peu plus tard qu'il faut un certain bagage technique et un certain parcours pour accéder à ces jobs, ce job que tu as qui est quand même très élitiste. Mais effectivement, je comprends qu'une fois que tu y es et après avoir vécu quelques années dans ce rôle chez EY que tu as, tu te rends compte que c'est pas le bagage technique qui fait ta force et qui fait qu'aujourd'hui tu peux évoluer au sein de la hiérarchie. C'est effectivement ces capacités que tu as développées au fur et à mesure de tes études, au fur et à mesure de tes expériences pro, de rigueur, d'abnégation, de détail, d'organisation. C'est ce que j'entends. C'est ça, et c'est un peu le paradoxe, c'est qu'en fait, pour arriver au premier jour, tu es déjà bardé de diplômes, tu as fait des années d'études, tu as l'impression d'avoir appris plein de choses, tu es super fier de toi, tu connais plein de trucs, et en fait, tu débarques le premier jour et tu te rends compte que tu connais rien. Et tu te rends compte que tu repars de zéro, que tu réapprends tout, et que c'est pas grave, et que tout le monde le sait, que tout le monde attend ça, mais il faut savoir réfléchir, savoir travailler, il faut bien entendu être motivé et travailler beaucoup, mais ça c'est vraiment tous les jobs.
Surtout qu'EY a cette tendance à vouloir aussi façonner ses staffs, un puis deux, à une méthodologie EY. Donc si tu as la tête bien faite, tu as ensuite cette capacité à avoir ce vernis EY qui t'aide ensuite à évoluer au sein de la hiérarchie. Absolument. On m'a toujours dit au début, EY c'est super, c'est une marque. Et ensuite tu pourras aller où tu veux parce que tu as la marque EY. Et je dois avouer que j'ai mis beaucoup de temps à le comprendre. Je suis pas 100% d'accord d'ailleurs avec, mais c'est un autre sujet, c'est pas pour aujourd'hui. Mais c'est vrai que maintenant que j'ai quelques années de recul, je me rends compte qu'effectivement j'ai appris une manière de travailler, une manière de réfléchir, aussi parce que je travaille avec certaines personnes depuis longtemps, mais forcément tu prends les tocs et les manières de faire des gens qui sont tes exemples. Et il y a clairement une méthodologie EY, et puis en plus, c'est assez bête, mais EY, quand un client vient nous voir, oui, il vient avoir une certaine équipe, mais avant tout, il vient avoir EY. Et donc la réponse doit être standardisée, quelle que soit la personne chez EY qui te répond. Donc, je sais que toi, tu connais très bien ça, mais beaucoup de gens, je pense, le connaîtront. Quand tu vois un PowerPoint EY, ils se ressemblent tous. Et c'est pas anodin, c'est bien entendu fait exprès. On a des templates à suivre, on a des guidelines à suivre, on a des manières de rédiger qu'on doit respecter, etc., etc. Et nous, il faut bien voir que avant que ce que j'ai écrit parte au client, c'est relu par 5 ou 6 personnes. Même les partenaires n'en voient j'allais dire jamais. Non, mais sur des questions un peu complexes, ne répondent jamais seuls. Il y a 2 partenaires qui répondront. D'accord. Et donc, ça permet de standardiser les choses et de s'assurer qu'on n'aura pas un partenaire de EY à New York qui dit A, et sur la même question, un partenaire de EY à Los Angeles qui dit B. Parce que ça, bien entendu, ce serait un désastre. Je pense qu'à la fois les clients savent à quoi s'attendre quand ils achètent du EY, mais je pense que tes futurs employeurs, si futurs employeurs tu as, savent aussi à quoi s'attendre quand ils achèteront Maxime. Parce qu'effectivement, quand tu parles de marque, c'est à la fois ce que tu délivres comme travail qui va être acheté par ton client, là dans l'émission que tu effectues chez EY à ton poste. Mais demain, en fait, c'est aussi toute ta manière de travailler aussi qui est teintée de EY, cette méthodologie que tu as appris. Et demain, si tu dois repartir sur le marché du travail, si tu dois repostuler à d'autres jobs, dans d'autres cabinets, tu vas forcément avoir des cabinets qui seront sensibles à « Ok, est-ce que je veux acheter Maxime qui travaille comme un EY sait le faire? Est-ce que ça m'intéresse? Oui, non. » Donc c'est aussi en ça que c'est intéressant. Bien sûr. Ou ça peut être pénalisant. Ou ça peut être pénalisant, ouais. Quelqu'un peut se dire il est extrêmement bien processé, méthodique sur la méthodologie EY. Ok, j'en ai besoin. Et à l'inverse, il y a quelqu'un qui veut être peut-être des profils qui ont plus vu de plus petits cabinets et qui vont être davantage peut-être moins silotés, capables d'aller faire des missions, qui vont être peut-être avec une méthodologie moins arrêtée, quoi. Donc après, tu sais ce que tu achètes quand tu veux voir un EY arriver. Ou qui auront d'autres avantages. Par exemple, si tu prends l'exemple d'un plus petit cabinet, peut-être que tu feras plus de choses. Parce que ça revient à ce que je disais, chez nous, on est hyper spécialisé. Donc parfois, je vois que le même genre de problématique dans un plus petit cabinet, peut-être que tu verras plus de choses. Peut-être que tu suivras plus tes clients sur le plus long terme. Peut-être que tu feras plus de business. Ce que moi, je ne fais pas encore beaucoup. Comme je le disais, aujourd'hui, c'est les partenaires qui parlent aux clients. Moi, finalement, je ne vais pas déjeuner avec les clients et j'essaye de négocier les prix. Dans une plus petite structure, peut-être que tu feras. Ce qui est vrai qu'EY, c'était effectivement aussi des clients qui vont être d'une taille plus importante parfois. Tu vas aller plus en profondeur sur des sujets. Tu vas être mieux entouré de personnes qui vont pouvoir te mentorer ou qui vont être experts dans leur domaine et qui vont pouvoir t'apporter. Chaque structure a ses avantages et inconvénients. Je voulais juste remettre en lumière un peu ce que ça voulait dire aussi d'entrer chez EY d'un point de vue capacité à vendre ses projets à des clients, mais capacité à se vendre aussi soi quand on est passé par une structure comme celle-ci. Et si ça marque, c'est des métiers où il n'y a pas de produit. Et chez EY, le produit, c'est nous, c'est les employés. Et pour nous-mêmes, mon produit, c'est moi, c'est mon cerveau. Et on me l'a souvent dit, il faut développer ta marque. Et donc, tu la développes en interne chez EY, en travaillant avec certaines personnes, en faisant une réputation de je sais faire ça, ça je sais pas bien le faire, je travaille de telle façon, etc., etc. Et ensuite, à plus long terme, je développerai une marque vis-à-vis de l'extérieur, comme tu dis, parce que j'ai bossé chez EY et que les gens savent en partie ce que ça veut dire, ou parce que peut-être qu'un jour, j'espère, je bosserai sur un dossier iconique qui fera l'actualité et les gens se diront « Ah, c'est lui qui a fait ça », et du coup, je sais qu'il est hyper spécialisé là-dedans, donc je veux travailler avec lui. Ou il y a beaucoup de gens qui écrivent des articles.
Alors, c'est des articles dans des revues de droit fiscal hyper spécialisées, obscures, que très peu de personnes lisent. Mais je sais que moi, on m'a demandé récemment de participer à la rédaction d'un article, donc c'est quelque chose sur lequel je vais bosser dans les prochaines semaines. Et je ne l'ai jamais fait et j'ai très hâte de faire ça parce que ça participe à ça aussi. C'est une nouvelle expérience, c'est quelque chose que je vais apprendre, mais je sais que ça me permettra de développer ma marque. Alors, je suis sûr qu'à part mes parents, personne ne le lira, mais c'est pas grave. Je serais quand même fier de pouvoir le dire et ça participe à tout ça. Dans tes proches, c'est clair qu'on n'a pas tous cette expertise-là, donc c'est difficile pour nous de lire. Mais tu auras forcément des gens qui sont spécialisés, qui vont lire, et ça crée aussi une réputation dans ton domaine. Écoute, j'ai tous les podcasts, donc tu liras mon article. Je lirai l'article, avec grand plaisir. Est-ce que Maxime, cette phase 1, la phase relative à ton rôle, est-ce qu'il y a des choses que j'ai omis, des questions que j'ai omis de poser ou des choses que tu peux rajouter? Non, je crois que c'est tout. Peut-être la partie sur bosser aux États-Unis. Oui, bien sûr. Pardon, effectivement. Oui, c'est vrai que c'est pas exactement la même chose. Bosser aux États-Unis, c'est bien entendu une culture du travail qui est assez différente. Je pense que c'est assez évident pour tout le monde. Même si je mettrais une petite astérix à ça, je bosse à New York. Et comme tout le monde le sait, New York, c'est pas l'Amérique. New York, il y a énormément d'étrangers, il y a énormément de gens de passage comme moi. Moi, au sein de beaucoup de mes collègues sont étrangers, de partout dans le monde. C'est quelque chose que moi, j'apprécie beaucoup parce que, je ne vais pas dire son nom, mais de toute façon, il n'écoutera pas. Mais assis à côté de moi, j'ai un très bon copain qui vient de Corée. Donc, il a grandi en Corée, fait ses études en Corée. Il est venu faire ses études aux États-Unis. Il y a des gens d'Amérique latine, d'Europe, bien entendu. Il y a beaucoup de Chinois, de Middle East. Et c'est super parce que tu rencontres plein de choses. Tu apprends à bosser avec des gens qui ont des cultures différentes et des cultures du travail différentes. Ce qui n'est pas toujours facile. Et parfois, on ne se comprend pas. Et donc, ça prend un peu de temps avant de se comprendre. Mais on travaille dessus et on s'aide. Et moi, je trouve ça très enrichissant. Donc, c'est la petite astérix. Mais bosser à New York, donc il y a un aspect culturel. Déjà, juste d'un point de vue juridique, il faut bien se rendre compte, moi, j'ai pas de contrat de travail. Je suis ce qu'on appelle at will. Et donc, à l'époque, on m'avait fait en 2020 une offre que j'ai signée. Et c'est tout. Et j'ai débarqué un lundi matin. Et donc, ce que ça signifie, c'est que moi, on peut juste me dire, tu reviens pas demain. Et c'est tout. Et de la même façon, moi, je peux dire, je reviens pas demain. Alors, il y a ce qu'on appelle la 2 weeks notice. Donc, généralement, on se donne 2 semaines, mais c'est purement de la courtoisie. Il n'y a aucune obligation légale. Ça veut dire quoi, at will? Est-ce que c'est identique au système de fonctionnement des freelances qui sont là le lundi, pas là le mardi, en fonction du besoin qu'on a les concernant? Non, je suis vraiment employé. Je suis vraiment salarié, donc avec un contrat de base, ils disent 40 heures par semaine. C'est le minimum que je dois faire. Donc j'ai vraiment, sur ce point-là, je suis vraiment salarié à plein temps d'EY, payé toutes les 2 semaines. Mais j'ai pas de contrat, au sens où j'ai aucune garantie. Donc on peut me dire que tu reviens pas, il n'y a pas de 2 mois de préavis. Alors le chômage, je ne vais pas rentrer dans ça, c'est une autre discussion, mais aux États-Unis, il n'y a pas du tout les protections qu'on a en France. Donc c'est des choses à avoir en compte. Pareil, l'assurance maladie se fait par l'employeur. Donc tu n'as plus de job, tu n'as plus d'assurance maladie. C'est des choses un peu différentes. Et donc c'est des choses dont il faut avoir conscience quand on travaille parce que ça influe aussi ta relation avec ton travail. Les gens, je pense, changent beaucoup plus vite. Parce que c'est vrai de notre génération par rapport à des générations avant nous. Les gens peuvent rester 1 an, 2 ans dans un job, aller ailleurs, revenir. Chez EY, il y a quelque chose qu'ils appellent des boomerangs. Donc, c'est des gens qui quittent EY et reviennent quelques années après. Et paradoxalement, EY adore ça. Et EY adore que tu partes pour aller chez des clients. Parce que ça crée une relation. Ce qu'ils n'aiment pas, bien entendu, c'est si tu pars pour la concurrence. C'est un autre sujet. Mais il y a vraiment, c'est très fluctuant. Parce que tu peux te faire recruter très facilement. Parce que tu peux aussi partir ou perdre ton job très facilement. Et je pense que c'est quelque chose qui est un peu différent de la France. Après, un autre point important, c'est bien entendu l'immigration et les questions de visa aux États-Unis, c'est le grand problème. Je parle tout le temps avec des gens qui me disent comment on fait pour venir aux États-Unis et malheureusement, j'ai pas de très bonne réponse à donner. Moi, je me souviens de mes expériences au moment où j'ai fait des interviews. J'ai fait des interviews avec des dizaines et des dizaines de cabinets, d'entreprises, etc. Et la réponse était systématiquement la même. Merci beaucoup, votre dossier est très intéressant, mais nous, on ne prend pas d'étrangers parce qu'on ne veut pas s'occuper des visas.
trouver un visa et rappelez-nous. C'est une réponse absolument horrible parce que ça ne veut rien dire. Comment on ne trouve pas un visa, on ne tombe pas sur un visa comme ça. Et j'ai seulement 2 boîtes qui ne m'ont pas donné cette réponse. C'était EY et Deloitte, qui eux étaient prêts à ce qu'on appelle sponsoriser pour un visa. J'ai fait les process jusqu'au bout, j'ai fini par choisir EY. Et moi, je dois avouer que c'est très personnel, mais moi j'ai un sentiment de loyauté vis-à-vis d'EY pour ça. C'est pas la seule raison, je suis très heureux dans mon job, mais j'ai ce sentiment de EY a été là un moment pour moi et je dois le rendre. Et c'est une vraie question. Il y a plein de questions de visa qui se posent. C'est très difficile d'avoir un visa. En fait, c'est paradoxal, c'est que tu peux pas avoir de job sans visa, mais tu peux pas vraiment avoir de visa sans job. Donc le meilleur moyen, c'est de venir faire des études aux États-Unis. Que ce soit des masters, un master en droit si on fait du droit pour moi, ça peut être des MBA pour d'autres métiers, ça peut être des masters en ingénierie, il y a plein de façons de le faire. Et après ton master, tu as le droit de travailler. Pour des métiers comme moi, c'était 1 an, j'ai le droit de 12 mois. Il y a quelque chose qui s'appelle STEM, donc c'est pour tout ce qui est métiers liés aux mathématiques, à l'ingénierie, à la science. Eux, ils ont 3 ans, ce qui est long, 3 ans. Et donc là, tu peux vraiment trouver un job. Et là, tu peux faire des process une fois que tu es chez l'employeur. Là, tu peux faire des process pour te faire sponsoriser et pour faire des choses comme ça. Ensuite, il y a d'autres types de visas. Tu peux partir à l'étranger, revenir, etc. Et c'est quelque chose, je pense, qui est important à dire. C'est quelque chose dont on ne se rend pas toujours compte. Le système des visas aux États-Unis est très complexe, très sévère, coûte très cher. Il faut en avoir confiance aussi. Et donc, pour ça, c'est pas si anodin. En fait, c'est pas tellement trouver un job qui est difficile, c'est remplir toutes les cases pour avoir le job. Est-ce que Maxime, ça te va qu'on clôture la phase 1 et qu'on rentre dans la phase 2 de ton parcours? La phase 2, comme je te l'ai exprimé en introduction, c'est une phase effectivement sur tout ce que tu as pu vivre qui t'ont amené là aujourd'hui. Généralement, j'ai tendance à commencer plutôt sur une fin collège, début lycée. J'ai tendance à laisser chronologiquement du coup le fil de tes expériences se faire et après à m'accrocher sur les différentes plaques tournantes que tu as pu vivre. Donc 15 ans, Maxime, il est où? J'allais dire, en collège, c'est touchy parce que toi et moi, c'est là où on s'est connus, même un peu avant la fin, c'était Stan, qui s'est pas très bien fini, mais c'est comme ça. Mais donc, Maxime, 15 ans, il est au lycée à Notre-Dame-de-Sion à Paris. Il est à 15 ans, est-ce qu'on est déjà en première? Non, on est en seconde encore. Ouais. Donc seconde, il est un élève au moyen, très moyen. Qui sait ce qu'il veut déjà? Qui sait ce qu'il veut. Je crois que j'ai assez rapidement su que je voulais être avocat. Je pourrais pas vraiment t'expliquer pourquoi, ça me fascinait. J'adorais, tu le sais, j'avais une grande gueule quand j'étais petit. J'ai toujours aimé argumenter, j'ai toujours aimé défendre mes copains, le côté délégué de classe, etc. J'aimais bien ça. Donc, avocat s'est imposé de manière assez innée. J'ai toujours aimé beaucoup m'exprimer, écrire. J'aimais bien écrire plus jeune. Donc, c'était assez inné. Donc, pas de figure dans ton entourage proche qui soit avocate? Non. Et moi, j'ai même fait tout l'inverse. Moi, j'avais des parents, alors je ne sais pas dans quel point on peut parler de ça, ce sera peut-être, mais tu le sais, j'ai des parents qui ont fait des grosses carrières, qui étaient très prenants dans ma vie, que j'adore et que j'admire. Mais j'ai toujours dit que je voulais pas faire la même chose que mes parents. D'accord. Et donc, avocat, il n'y avait pas d'avocat. J'ai des avocats dans ma famille un peu plus éloignée, mais dans ma famille très proche, frères, sœurs, parents, oncles et tantes, il n'y avait rien. Et c'est peut-être aussi quelque chose qui me plaisait, c'était une manière de m'exprimer moi-même, de faire quelque chose de différent. Dans tes copains aussi, tu es le seul avocat aujourd'hui? Dans mes copains d'avant, à part bien entendu ceux que j'ai rencontrés à la fac, mais non, mais t'as raison, dans notre groupe de copains qu'on partage et de copains en général d'avant les études supérieures, je suis le seul avocat. En 15 ans, tu sais ce que tu veux faire, avocat? Je savais ce que je voulais faire, j'étais aussi pas très matheux, voire pas matheux du tout. Donc tout ce qui était études scientifiques, déjà, c'était impossible. J'ai d'ailleurs fait un bac ES que j'ai adoré. C'était parfait pour moi. Et puis au lycée, à l'époque, je voulais faire Sciences Po. Et donc j'ai fait les prépas Sciences Po, les trucs, et je me suis rétamé au concours de Sciences Po de manière incroyable. Et alors à l'époque, j'ai l'impression que c'était la fin du monde, que j'allais rater ma vie, que c'était atroce. Bien entendu, mes parents n'étaient pas ravis.
Et finalement, ça s'est très bien passé, même sans Sciences Po. Est-ce qu'on peut rappeler juste, parce que j'ai aussi passé les concours Sciences Po, est-ce qu'on peut juste rappeler, Maxime, en quoi ça consiste? Alors, à l'époque, et je ne sais pas si c'est toujours vrai aujourd'hui, je ne suis pas trop, mais à l'époque, pour nous, les concours Sciences Po, il y avait 3 étapes, si je me rappelle bien. Il y avait un dossier à soumettre, et où on te donnait une note, si je me rappelle bien, c'était ABC, je crois, ou ABCD même, peut-être. ABC. ABC. Il y avait ensuite un concours qui se faisait à Villepinte, dans les grands gares hyper stressants, et c'était nous notre première expérience de ces grands concours qui sont durs, que je suis content d'avoir fait avec le recul, ça m'a appris beaucoup de choses, mais à l'époque c'était atroce. Et il me semble qu'ensuite tu avais une interview à la fin. Sauf que moi je suis pas allé à l'interview. Mais donc le dossier, je crois qu'au final je suis péniblement passé, mais j'étais peut-être à B au mieux, enfin c'était vraiment pas glorieux. Il y a effectivement le dossier et l'examen. Le dossier, c'est une note ABC, l'examen ABC. Et donc, pour passer à l'interview finale, il faut avoir AA, AB ou BA. Ouais. Sachant qu'on passe le concours écrit dans cet énorme hangar à Villepinte sans savoir quelle note on a eu au dossier. Donc, on peut se pointer au concours écrit en ayant déjà C au dossier, donc en étant déjà d'office éliminé. Ça, plus le fait que le dossier, c'est effectivement, je pense qu'il y a plein de choses qui peuvent aider un dossier à grossir en termes de notes. Mais il se disait que officieusement que Sciences Po avait aussi ses petites préférences en termes d'établissement, en termes de parcours que les étudiants et les élèves pouvaient avoir. Après, les associations aidaient, effectivement, il y a tout un tas de choses qui pouvaient contribuer à grossir la note. Je pense que nous, venant de Stan, on était déjà mal embarqués en termes de dossier. En tout cas, moi, c'est ce que j'avais entendu. Après, bon, moi, j'avais d'autres soucis sur mon dossier que le simple fait de venir de Stan. Puis je crois qu'en étant assez objectif, tu m'entends, on a la maturité de regarder ça, je pense qu'on était des ados très lambda. En réalité, on n'était pas mauvais en cours, mais on n'était pas spécialement bon, on n'était pas brillant, on n'était pas très sportif, on n'était pas très intéressant comme adolescent, on était vraiment l'ado typique. Ouais. On avait nos copains, les jeux vidéo, on aimait plein de choses, mais effectivement, pour une école comme Sciences Po qui aime des caractères assez affirmés, assez jeunes, qui aiment des profils très spécifiques, on n'était pas spécialement intéressant, et je vais te dire, c'est pas plus mal. Parce que c'est très bien. Je pense qu'il y a des gens qui étaient très bien pour Sciences Po avec le recul. Moi, je pense que j'aurais pas du tout été heureux à Sciences Po, donc je suis très content. Je crois que, sans vouloir te mettre les mots dans la bouche, je pense que c'était un peu préparé pour toi. Et c'est très bien. Je pense quand même, je le garde quand même comme une bonne expérience. Je pense qu'on a appris beaucoup de ça, de la manière de bosser, de faire ces examens stressants. Mais voilà, pas Sciences Po. Et donc, du coup, bac ES, que j'ai quand même eu avec mention bien, que j'ai eu avec 20 en maths au bac, qui était pas du tout gagné, et c'est une de mes plus grandes fiertés. Ça me servait à rien, mais c'était une de mes plus grandes fiertés. Et ensuite... T'as dû parader devant les parents avec le vent en maths. Ah, j'ai paradé devant les profs, les parents, tout le monde. J'en parle encore 11 ans après. Non, mais vraiment, c'est une de mes plus grandes fiertés parce que il faut voir que j'étais nul en maths. Mais j'étais archi nul en maths. J'ai jamais eu la moyenne de toute mon année de terminale. Tout le monde disait que j'étais un cas désespéré et je comprenais pas, je n'y arrivais pas. Et j'ai quasiment exclusivement bossé les maths au bac. J'ai bossé comme j'ai jamais bossé dans ma vie et ça a marché. Et j'ai eu cette espèce de déclic, ça a marché et j'étais hyper fier de moi. Et je pense que ça m'a beaucoup servi après parce que ça m'a prouvé pour la première fois qu'en bossant, ça pouvait marcher. Et ensuite, quand ça a commencé à devenir difficile à la fac, et où j'avais des périodes un peu de doute, etc., je me suis rappelé que si tu mets la tête dedans et que tu bosses vraiment à fond, ça marche. Et ça m'a suivi longtemps et ça a fini par fonctionner. Et la fac qui n'a pas toujours été facile, où ça m'a mis beaucoup de temps avant de comprendre le mécanisme, où j'étais très perdu au début. Finalement, je me suis réfugié dans ça. Et juste t'arrêtes d'essayer de vouloir tout interpréter, tout comprendre, juste tu tais et tu bosses. Et ça marche. Ta fac, elle était où? Alors j'étais à Assas, à Paris, dans le 6e, donc je suis pas parti très loin. Mais j'ai eu la chance d'être pris à Assas avec tous les systèmes APB à l'époque. Et donc je suis resté à Assas pendant 4 ans, de la L1, donc j'ai fait ma licence, L1, L2, L3. Et ensuite j'ai fait mon Master 1 à Assas, donc L licence qui s'appelle droit privé. Donc pour
un peu résumé, en fait, les années Assas, tes 2 premières années sont générales, tout le monde fait la même chose, et donc tu fais tous les cours très classiques, droit civil, droit constitutionnel, droit pénal, etc., etc. Et en 3e année, tu as une première petite spécialisation entre droit privé et droit public. En fait, c'est pas vraiment une spécialisation, tout le monde fait les mêmes cours, mais c'est juste que si tu prends droit privé, tu auras certaines majeures et tu auras le reste en mineur, et si tu prends droit public, ce qui pour moi était mineur, ce sera tes majeurs, et vice versa. Mais finalement, tu fais les mêmes cours. Donc ça, c'était ma L3. Et en L3, j'ai eu mon premier cours de fiscalité. Alors à l'époque, ça s'appelait Introduction, je ne sais plus comment ils appelaient ça. Ça s'appelait pas exactement Introduction aux finances publiques, au droit des finances publiques, quelque chose comme ça. En fait, c'était Introduction à la fiscalité. Et je suis tombé amoureux de ce cours. J'avais un super prof qui s'appelait Martin Collet. Je pense qu'il enseigne toujours et c'est à mon sens un des meilleurs profs d'Assas. Je ne suis pas le seul à le dire d'ailleurs. S'il nous écoute un jour, merci Monsieur Collet, vous étiez super. Et j'ai adoré les cours avec lui, j'ai adoré cette matière et je me suis dit, waouh, c'est ça que je veux faire. J'avais déjà à l'époque la notion des États-Unis. Pour des raisons familiales, j'ai toujours été attiré par les États-Unis, j'ai toujours voulu partir aux États-Unis. Donc déjà à cette époque, je faisais des voyages aux États-Unis, j'ai fait des stages aux États-Unis, des summer schools aux États-Unis, même adolescent. Mais j'ai découvert la fiscalité, j'ai beaucoup aimé ça. Quand tu parles de fiscalité, de cet effet waouh que tu as pu avoir, tu parles du prof. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui ont alimenté cet effet c'est exactement ce que je veux faire? Alors, ce qui est assez paradoxal, et je pense qu'il peut être un avantage et un défaut de la fac, c'est qu'en fait, on est très jeune et on connaît rien. Et on est quand même très influencé par la qualité de nos professeurs. Et c'est injuste, d'une certaine façon. Parce qu'un super prof peut changer ta vie, et un très mauvais prof peut encore plus changer ta vie. Et donc, il y a des matières qui sont super intéressantes, mais t'accrocheras pas parce que ton prof est pas bon, etc., etc. Après, moi, j'ai beaucoup aimé la fiscalité parce que j'ai toujours été attiré par le monde de l'entreprise, comment fonctionne une entreprise, comment fonctionne un business, comment ça évolue. Et donc, la fiscalité, c'est au cœur des entreprises. Et tu ne peux pas être avocat fiscal, en tout cas pour les entreprises, bien entendu. C'est différent pour les personnes privées, mais avocat fiscal pour les entreprises sans comprendre comment fonctionne une entreprise, comment fonctionnent tes clients, quel est le business de tes clients. Et donc, j'ai toujours aimé cette espèce d'intersectionnalité entre les deux, même entre la finance, l'entreprise, le droit. Et c'est vraiment là où je me suis le plus retrouvé. Et donc ça, c'était en L3. Du coup, j'ai fait un Master 1 en droit des affaires et fiscalité. Donc c'était pareil, mes majeurs, toujours à Assas, que j'ai adoré, où j'ai enfin commencé à avoir des notes acceptables. Parce que pareil, il faut comprendre, et c'est peut-être quelque chose qui est important à comprendre. Surtout notre évolution, je venais d'un assez petit lycée, je crois qu'on était 150 dans ma promo. Tout le monde se connaissait, tous les profs nous connaissaient, on connaissait les CPE, c'était très familial comme ambiance. Et t'arrives le premier jour à Assas, tu rentres dans le grand amphi, vous êtes 2000, t'es un numéro, et le premier truc qu'ils te disent, c'est regarder à droite, regarder à gauche, et on restera qu'un à la fin de l'année. Ce qui est vrai. Donc c'est 1 sur 3. 1 sur 3 à peu près. Le taux, je crois que ma promo, le taux de passage de L1 à L2, c'est autour de 30%. Peut-être un peu plus, disons entre 30 et 40%. Et il t'annonce le taux de passage de L1 à M1? Je l'ai pas, mais... Donc c'est-à-dire que tous les ans, tu perds un peu de monde? Ouais, grosso modo, je dirais à peu près, disons 35% L1, L2 qui passent. Disons 50% L2, L3 et peut-être 70% L3, M1. Et alors, je te parle même pas du M2, puisque je pense qu'on va y revenir, c'est un système encore différent d'M2. Et tu penses que c'est dû à quoi ce taux C'est pas un taux d'échec, mais c'est un taux de personnes qui ne passent pas de la L1 à la L2? Alors, de L1 à L2, il y a beaucoup de choses. De L1 à L2, il faut bien se rendre compte que la fac, on a 18 ans, on est jeune, on ne sait pas ce qu'on veut faire. Et la fac, c'est très facile, puisque contrairement par exemple à une école de commerce, c'est gratuit, ou quasi gratuit, donc tu n'as pas à prendre un prêt très contraignant, tu n'as pas, par exemple, à faire une prépa, où ça t'a quand même donné une prépa, c'est génial, parce que ça te laisse 2 ans pour essayer de comprendre ce que tu veux faire, de t'améliorer, et puis surtout, une fois que tu t'es tellement battu en prépa, quand tu es dans l'école, tu restes, tu t'es battu pour rentrer, tu restes. La fac, tu peux y aller assez facilement, et du coup, tu peux aussi en partir assez facilement. Et donc, il y a plein de gens qui font quelques semaines ou quelques mois et qui finalement se rendent compte, tu sais quoi, c'est pas pour moi, je vais aller faire autre chose. Médecine, éco, ça peut être absolument n'importe quoi. Et c'est un avantage et un inconvénient pour plein de raisons.
mais tu peux assez facilement changer. Ce que tu dis, c'est hyper intéressant. Ça serait intéressant, tu vois, avec ce podcast, avec le projet qui va en dériver, d'aller voir cette population-là, de personnes qui, après la première année, ne continuent pas en deuxième, pas pour des raisons de j'ai manqué l'instinct niveau, j'ai besoin de redoubler, c'est ok, je vais continuer et rattaquer la première pour passer en deuxième, mais plutôt pour des raisons liées à en fait, c'est pas du tout ce que je veux faire. Exactement, Génial, être orienté, et du coup, comment est-ce que je repivote assez vite vers une situation où je me sens plus à l'aise dans ce que je fais. Exactement, et surtout, il faut tu sais pas ce que c'est le droit. On n'a jamais fait le droit au lycée. Pareil pour médecine. Médecine peut-être un peu de manière scientifique, mais je pense que ceux qui ont fait médecine nous diront que ça n'a rien à voir. Et donc tu peux être persuadé que c'est ce que tu veux faire, et t'arrives le premier jour et tu te rends compte qu'en fait c'est pas du tout pour toi. Et c'est pas grave, c'est super parce qu'on a une chance aussi, en France on peut se tromper, on peut faire d'autres choses, et je trouve ça génial. Euh, et oui, donc il y a une grande partie qui est liée à ça. Il y a une grande partie qui est tout simplement, ce qu'on disait, contrairement par exemple, il y a des écoles de commerce où tu peux avoir, ou à Sciences Po où tu as des concours à l'entrée, donc la fac, tu n'as pas de concours. Cette facilité d'entrée, C'est qui facile. fait que tu n'as pas un engagement ni financier, ni De notes, ouais. tout simplement. Et donc, ils écrèment beaucoup après. La fac, c'est surtout à ça, c'est très très dur. Et moi, je m'en suis pas rendu compte au début. D'ailleurs, je peux le dire, j'ai pas honte de le dire, je n'ai pas validé mon premier semestre. J'ai pris une claque monumentale, à la fois mentale et physique, parce que c'était pas top. Et du coup, je me suis rendu compte, parce qu'en fait, je faisais rien. Ah oui, et ça, ce que je voulais dire, c'est que je suis venu d'un petit lycée très familial, et tu te retrouves dans cet environnement où tout le monde s'en fiche de toi, que tu viennes en cours, que tu viennes pas, tout le monde s'en fiche, que tu travailles pas, tout le monde s'en fiche. Et en fait, c'est très très dur. Et moi, je me suis un peu perdu le premier semestre, j'avais 18 ans, je faisais la fête, je m'en fichais. Et ça m'a pris un semestre pour m'en rendre compte. Du coup, mon deuxième semestre a été consacré à rattraper tout ça. J'ai fini par valider, mais je pense qu'il y a plein de gens qui ont du mal et pour ça aussi, où ça prend un peu de temps à apprendre. Et puis juste, c'est très dur. La fac est dure. Et donc, il y a des gens qui redoublent, il y a des gens qui prennent 2 ans, 3 ans, plus pour faire leur année. Je connais des personnes qui ont mis 9 ans à avoir leur licence. Sachant qu'une licence, c'est en 3 ans, Sachant qu'une licence est en 3 ans. officiellement. Alors, je n'exprimerai pas de jugement de valeur. Est-ce que c'est bien, pas bien? On peut penser les deux. Pour toutes les raisons que tu as évoquées avant, il n'y a pas de jugement de valeur à évoquer, enfin, Non, à émettre. Il y a effectivement juste ces réalités qui sont liées à la fac et qui font qu'on a un taux de succès qui prend un coup entre la L1 et la L2. Et il y a des gens qui utilisent la fac pour faire autre chose aussi. Par exemple, surtout la fac de droit, il y a beaucoup de politique en fac de droit. Là, on le sait, énormément de nos hommes et femmes politiques sont passés par les études de droit et ont démarré leur engagement politique en fac de droit parce que tu as ça aussi, tu as énormément d'associations, certaines sont pas politiques du tout, mais certaines sont très politiques. Les facs de droit notamment sont très politisées, que ce soit la Sorbonne, Assas, etc. On le voit dans l'actualité récente. Et donc, il y a des gens qui utilisent aussi ça pour faire autre chose, pour avoir un engagement autre. Et donc, parfois, forcément, ça prend sur tes études. C'est la beauté de la fac, peut-être. Donc tu fais L1, L2, L3, M1, tu te spécialises. Je commence à me spécialiser exactement droit des affaires et fiscalité. Donc là, je prends déjà vraiment une tournure. Je sais que je vais être avocat en droit des entreprises au sens large. D'accord. Donc déjà, ça veut dire qu'il n'y a plus de droit pénal, il n'y a plus de droit des familles, de droit de la famille, il y a plus un petit peu de droit du travail, mais même déjà, ça c'est mis à part. Je commence à ce moment-là vraiment à m'orienter, à savoir la direction générale d'où je veux aller. Sachant que toi, dans ta tête, c'est clair que tu veux aller vers le droit fiscal. Ouais, à ce moment-là, moi je le savais déjà, c'était très clair. Sur les deux matières, droit des affaires et fiscalité, et d'un côté et fiscalité de l'autre, c'était vraiment le droit fiscal qui m'intéressait le plus. Et d'ailleurs, ça se voyait dans mes notes en M1, il n'y avait pas photo. Qu'est-ce qui se passe dans la transition M1 M2? Raconte-nous. Alors, donc le M2, c'est très différent, puisque le M2, c'est là où vraiment on s'hyper spécialise. Et le M2, donc il faut avoir conscience de quelque chose dans la fac, c'est qu'en fait, si tu valides, tu passes. Il n'y a pas de quota, il n'y a pas de problème de taille. À partir du moment où tu as un 10 de moyenne, tu passes. Alors, il y a toutes les questions de est-ce qu'ils notent suffisamment pour avoir certains chiffres? Je n'en sais rien, ça ne me regarde pas, c'est pas le problème. Mais grosso modo, tu valides, tu passes. À partir du M2, c'est plus le cas, puisque les M2 redeviennent sélectifs.
Donc, tu fais tes recherches, quel M2 t'intéresse, etc., etc. Tu fais des dossiers d'application et à nouveau, dossier, interview. Parfois, faut rédiger des lettres, des CV. Parfois, il y a des espèces de petits examens. On me demande de répondre à des cas, etc., etc. Et là, j'ai candidaté pareil, je savais que je voulais faire de la fiscalité. J'ai candidaté dans quasiment tous les masters en fiscalité de France, à Aix, à Poitiers, à Paris. Je ne sais plus où j'en ai fait vraiment beaucoup, 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 parce que je savais que c'était ce que je voulais faire et parce que j'avais très peur de ne pas en avoir. Et pareil, je crois que ça a un peu changé aujourd'hui, mais à mon époque, il y en avait 2 en France qui étaient réellement spécialisés en fiscalité internationale. C'était un des masters d'Assas, un des M2 d'Assas, et le M2 de Créteil. J'ai fait l'entretien pour les 2. Il se trouve que j'ai pas eu Assas. J'ai eu la chance d'aller à l'entretien. Je sais pourquoi je l'ai pas eu. C'est comme ça. À nouveau, c'était un échec, c'était une déception, mais c'était pas grave. Et j'ai eu la chance d'avoir Créteil. Et donc, je suis parti à Créteil, donc à l'UPEC, à Créteil, pour mon M2, que j'ai adoré. Et où là, vraiment, j'ai plongé dans la fiscalité à plein temps. Et j'ai découvert une manière, le M2, il faut se rendre compte, là c'est très différent. On se retrouve à nouveau dans une classe format lycée. Donc on est 30 à 40 dans la promo, tout le monde se connaît, on connaît les profs. Et on commence aussi à avoir un âge où on peut avoir de vraies interactions avec nos professeurs. On peut vraiment discuter avec eux, ils nous répondent. Et j'ai eu la chance que ce soit un master professionnalisant. Et donc on avait des séminaires chaque semaine où on rencontrait des directeurs et directrices fiscaux dans des grandes entreprises françaises, des avocats dans des cabinets, pour nous parler de certains sujets, pour nous donner des cours. Et donc ça nous permettait de faire ces échanges. Et c'est eux qui venaient à vous? Les 2. Parfois, eux venaient dans les locaux de l'UPEC pour nous faire les cours, et parfois c'est nous qui y allions. Alors par exemple, on a fait beaucoup à EY, donc on allait à la Tour First à EY à la Défense. On en a fait dans des cabinets dans le 8e, on en a fait un peu partout. Et quand tu les rencontrais, c'était pas simplement un échange, il y avait une dimension académique où eux donnaient un cours. Absolument. Eux donnaient un cours sur un sujet, et généralement c'était toujours en 2 parties. Eux donnaient un cours sur un sujet, et après il y avait toujours une petite période, vous pouvez poser des questions, soit sur ce dont on venait de discuter, soit parfois sur quel est votre métier, comment vous faites les choses, etc. Et parce qu'il y avait vraiment un aspect aussi professionnalisant, nous préparer à ce qu'on voulait faire après. Ça, pour le coup, c'est extrêmement bien. Ouais, ça j'ai trouvé ça génial. J'aurais tendance à dire que les M2 font beaucoup ça quand même. Les M2 de droit, surtout aujourd'hui, je pense que c'est une dimension qui est assez ancrée, où tout le monde se rend compte que c'est très important. Mais à nouveau, pour faire un contraste entre la fac de droit et les écoles de commerce, en fac de droit, il n'y a pas de stage, il n'y a pas d'échange à l'étranger obligatoire, il n'y a rien. Donc en fait, tu peux faire ta fac de droit de manière très classique, juste en allant en cours, et c'est tout. Et c'est un problème, parce qu'en fait, tu débarques finalement et tu n'as aucune notion du monde du travail, des cabinets, de comment ça fonctionne. Et là où c'est un peu injuste, c'est qu'en fait, on ne te dit pas que tu en as besoin. Et tu t'en rends compte après, au moment de chercher un job, où on te dit, vous manquez d'expérience. Pareil, on ne l'a jamais dit. Et encore, toi, tu parles de manquer d'expérience d'un point de vue capacité à pousser un CV et à être pris dans un job. Le stage, il a aussi une autre valeur, c'est de pouvoir valider par le travail, par la vie en entreprise, ton orientation. C'est que quand on est en école de commerce, en l'occurrence, pour en faire une, tu as ce luxe de pouvoir faire plusieurs stages et donc de voir en fait à gauche et à droite si dans la même voie, 2 boîtes différentes te plaisent pareil, si en fait c'est pas du tout ça et donc tu changes complètement de voie. Et donc ça c'est plutôt un avantage également. Donc, c'est un peu l'apanage des écoles de commerce. Malheureusement en fac vous n'êtes pas autant poussé. Je sais que certaines personnes prennent des césures, je sais que il y a des admissions parallèles qui font que tu prends une césure, tu accumules les stages, tu valorises ces stages avec ton parcours académique pour ensuite intégrer une école. Mais effectivement, ça vient pas ça compte pas de source en fac. Il y a des manières de le faire, mais ça doit venir de toi. En fait, le grand truc, il faut résumer la fac, qu'il faut bien comprendre, c'est que tu es seul et tu es livré à toi-même. Tu as très peu
de guides et de personnes pour t'accompagner. Et donc, il faut vraiment grandir très très vite et se rendre compte qu'il faut le faire soi-même. Et c'est pas facile. Et c'est pas facile du tout. Et parfois on se perd, parfois on fait des mauvais choix, parfois on fait des erreurs. Et il faut en avoir conscience. Alors moi, j'ai eu de la chance, j'étais très bien entouré. Et donc, on m'a poussé, j'ai fait des stages, j'ai fait des choses en dehors de la fac, l'été. On a des très grandes vacances, donc moi, je faisais des choses l'été. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Et parfois, ça te pénalise pas d'ailleurs, mais parfois, ça peut être un problème. Et même, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis sur les stages, d'apprendre la vie en entreprise, de savoir ce que tu veux aussi pour reparler du droit. Tu peux découvrir, tu peux être avocat de plein de manières différentes. Typiquement, moi je suis avocat, mais je ne suis pas dans un cabinet d'avocat. Et donc on ne travaille pas tout à fait de la même façon que travaillerait un cabinet d'avocat. Au sein des cabinets d'avocats, est-ce que tu veux être dans une très grande structure ou une très petite structure? À nouveau, on ne travaille pas exactement de la même façon. Ou est-ce que tu veux être en entreprise? Tu peux être juriste en entreprise, tu peux être fiscaliste en entreprise. Il y a plein de manières de faire du droit et on ne s'en rend pas toujours compte. Tu peux être juge, il y a plein de manières. Et en fait, quand on commence la fac, on se dit toujours un peu je veux être avocat. Mais on ne sait pas exactement ce que ça veut dire d'être avocat. Et il faut le comprendre assez vite parce que ça permet d'orienter ses choix. Ou même comment on fait un CV, comment on fait une lettre de motivation, comment on se présente à un entretien d'embauche. Toi et moi, on en a fait beaucoup. Que ce soit un entretien pour un master, une école ou pour un travail, c'est pas du tout inné. Comment on s'habille, comment on se présente, comment on s'exprime, quelles idées on exprime, le fameux est-ce que vous avez une question à la fin, c'est pas du tout si facile. Et moi, c'est quelque chose que j'ai toujours admiré dans les écoles de commerce et que j'ai toujours beaucoup regretté à la fac, c'est que je trouve qu'il manquait ce côté professionnalisant. Et donc celui-ci vient en M2. C'est génial, un peu tard à mon avis, mais c'est génial. Et donc on l'a eu en M2. Et donc à la fin du M2, on avait non seulement un mémoire à rédiger, mais on avait surtout un stage de fin d'études à faire. Et donc j'ai fait un stage dans un cabinet parisien qui s'appelle Degroof Bruckner, que j'ai adoré. J'ai non seulement adoré ce que j'ai appris, j'ai adoré le travail, mais j'ai surtout adoré les gens. Je suis resté assez proche de certains de mes collègues de l'époque. Et voilà, donc j'ai fait ce stage chez Degroof Bruckner à la fin de mon M2. Pourquoi chez eux? Comment t'es arrivé chez eux? Alors j'avais fait un premier stage en M1 que j'avais eu par relation et qui s'est super bien passé. On s'est très bien entendu. Moi, j'ai beaucoup aimé le travail. Je peux imaginer qu'ils ont aimé le travail que j'ai fait. Et donc, au moment du M2, quand je cherchais un stage, j'ai recontacté les avocats avec qui je travaillais et qui m'ont dit on te prend, viens. Et voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvé à faire mon stage à cet endroit. Ton M2, il dure combien de temps? Parce que tu as de l'académique, du mémoire et ton stage. Il dure 1 an? Il dure un tout petit peu moins d'1 an, puisque tu commences, si je me rappelle bien, la rentrée devait être début ou mi-septembre, et je finis le stage fin juillet. Donc tu fais un semestre de cours, un semestre de stage? Non, un peu moins, tu fais un peu plus de cours que ça. Tu fais un semestre complet de cours, et je crois qu'on avait dû finir les cours en avril. Je crois que mon partiel devait être fin mars, et donc on avait commencé début avril, et donc tu fais de avril à juillet en cabinet. Et en parallèle, tu écris ton mémoire? Et en parallèle, tu écris ton mémoire, ce qui n'est pas facile de conjuguer les deux. Et donc, c'est une époque où je passais mes week-ends à la Bibli. Donc, la semaine, j'étais en cabinet avec des horaires de cabinet parisien. Et le week-end, j'étais en Bibli. C'est quoi le nom de cette Bibli qui était au Panthéon? La BSG. La BSG? Non, il y en avait une autre, c'était la BSG, la BSB. Et il y en avait une troisième. Enfin bref, il y en avait plein. On les a poncés. On les a poncés, ouais. Mais c'était bien, c'est une époque où, tu sais quoi, ça me manque un peu. C'était facile, cette époque. C'était facile parce que, oui, effectivement, c'était facile. Tu es dans un cadre d'étudiant, donc la vie, tu la vois pas de la même manière quand tu bosses. Ouais, très insouciant. Ouais. Je parlais comme deux vieux qui touchent à la trentaine, mais effectivement, c'est un peu ça. Non, c'était bien. Ouais, donc c'était ça. C'était ça. Travail la journée. Parfois, si jamais un temps mort au cabinet, j'en profitais pour avancer un petit peu le mémoire. Si je pouvais finir pas trop tard le soir. Et beaucoup les week-ends à Bibli. Donc déjà à l'époque, tu avais une énorme amplitude de travail. Ouais. C'est quelque chose... personnellement, j'ai
J'allais dire, j'ai jamais eu de mal à beaucoup travailler, c'est pas vrai. J'avais du mal jeune et je l'ai appris à la fac. Comme je l'ai dit, j'ai pris une claque en me rendant compte que c'était difficile et que ça marchait pas. Et donc, je me suis mis à travailler beaucoup. Et en fait, je me suis mis à compenser les facilités que je n'avais pas par le travail. J'ai jamais eu énormément de facilité dans mes études, même au lycée, à la fac. Mais j'ai toujours travaillé beaucoup, beaucoup pour compenser ça. Et ça a mis beaucoup de temps, mais à la fin, ça finit par payer. C'est un vrai débat, le débat de la facilité. C'est jusqu'à quand est-ce que tu as des facilités, à quel moment est-ce que tu es suffisamment mature pour que ton travail prenne le relais, quand tu te rends compte que la facilité ne suffit plus, parce que la facilité c'est quoi? C'est comprendre un cours plus vite, c'est pouvoir l'intégrer plus facilement, c'est ne pas avoir besoin du coup de le réviser que 3 fois pour le sortir la bonne phrase, le bon calcul en examen. Et je pense que il y a des gens qui ont beaucoup de chance effectivement qui ont ça. Et puis il y a des gens effectivement qui sont capables de juste avoir le recul nécessaire pour se dire j'en ai eu, ça s'est bien passé un temps. Et maintenant, voilà, il y a une charge de travail à assumer et j'y vais et ça va bien se passer. Et les facilités ne suffisent pas. Mais surtout, il y a quelque chose dont il faut se rendre compte, et je le crois profondément, ce que tu apprends dans tes études, et beaucoup à la fac, l'important, c'est pas ce que tu apprends. Parce que tes cours, je vais te dire, je me rappelle quasiment rien de mes cours. De toute façon, ça a changé depuis. C'est tellement loin. Si je refaisais mes partiels aujourd'hui, je les aurais jamais. Mais j'ai appris à travailler. Et c'est ça qui sert. T'apprends à passer des heures devant, t'apprends à lire rapidement, t'apprends à rédiger rapidement, t'apprends à structurer ta pensée, t'apprends à structurer ton expression, t'apprends à t'exprimer en public, à l'oral, à l'écrit, etc. Et c'est ça vraiment l'important. Et, et donc, même si tu as des facilités, il faut quand même, à mon sens, dans ces études, prendre je sais pas comment le dire, le temps d'apprendre à passer du temps et à travailler, à se faire mal, parce que tu n'auras pas des facilités toute ta vie. Et quand tu arrives ensuite dans le monde du travail, dans une entreprise, dans un cabinet, où que ce soit, il y a des moments où tu vas nécessairement tomber sur des sujets difficiles, des sujets que tu connais pas, des sujets où tu as du mal à comprendre. Et si tu sais te poser, te dire, ok, c'est difficile, mais je sais comment naviguer ce moment difficile et je sais me faire mal pour apprendre quelque chose de nouveau et surmonter ça, tu y arriveras. Versus si tu n'as jamais vraiment appris ça, je pense que tu auras du mal. Et c'est super d'avoir des facilités, il faut en profiter, il faut en bénéficier. Et, écoute, si la vie te donne un avantage, ce serait quand même stupide de pas en bénéficier. Mais à la fin, il faut bosser quand même. C'est la seule chose qui fonctionne et je pense que dans notre entourage, on connaît personne qui a réussi avec des guillemets autour de réussir, mais qui est là où il voudrait être en n'ayant pas bossé beaucoup. Alors que dans notre entourage, on a quand même beaucoup de monde qui arrive avec des facilités assez énormes et qui a réussi par la suite à abattre beaucoup de travail pour arriver à ses fins. Bref. Et certains les ont gâchés. Et certains, effectivement, les ont un peu gâchés, ouais. Et quelque chose dont il faut bien se rendre compte, c'est que tu peux être hyper bon, tu peux être hyper académique, tu peux être très bon au lycée, tu peux être très bon dans tes études supérieures et avoir beaucoup de mal en entreprise. Parce que c'est pas la même chose d'apprendre un sujet et de réussir académiquement en bachotant, etc., versus l'appliquer d'un point de vue professionnel et concret. Et donc, il y a des gens qui se révèlent après leurs études et qui deviennent très très bons. Et il y a des gens qui étaient très très bons dans leurs études et qui n'y arrivent plus après. Et voilà, c'est pas grave, c'est comme ça. Donc là, tu finis ton M2, ton master, avec du coup en point d'orgue ce stage et ce mémoire. Exactement. Ce stage qui se passe très bien. Très très bien. Excellent. Mais tu es toujours avec cette volonté de partir aux États-Unis. J'étais avec cette volonté de partir aux États-Unis et donc les candidatures pour les États-Unis se font bien un an avant. Donc au moment du stage, en fait, je sais déjà que je pars aux États-Unis. Puis tu as postulé, tu as candidaté en fin M1. En début d'M2 plutôt. Fin M1, tu commences à travailler dessus, donc tu commences à réfléchir à où tu veux aller, préparer tes dossiers, etc. Et tu t'y mets vraiment de manière concrète l'automne. Donc moi, en l'occurrence, l'automne de mon M2, donc c'était automne 2017. Donc, tu n'as pas encore validé où tu seras en M2,
tu es en train de candidater, passer les oraux, te préparer, que tu es déjà en train d'anticiper. Je suis déjà dans mon M2 à ce moment-là. Ok, mais ce que je veux dire, c'est que fin M1, tu es déjà en train de penser à. Ah oui, tu fais les deux en même temps, absolument. Alors bien entendu, j'étais en priorité sur le M2 parce qu'il faut pas. De toute façon, tu pars pas aux États-Unis avant d'avoir ton M2. Tu peux, mais dans mon schéma, ça n'aurait pas fonctionné. Donc c'était bien entendu d'abord le M2, mais effectivement, dans ma tête, je savais déjà quelle était l'étape d'après, et c'est pour ça que je disais que le master en fiscalité internationale avait du sens pour moi, parce que je savais que je voulais intégrer une dimension internationale, puisque je savais que je voulais aller aux États-Unis ensuite. Et comment tu as fait pour obtenir cette LLM? LLM, c'est quoi? Ah, c'est la question à pas me poser. Pardon, l'acronyme en tu l'as pas. latin, Non, mais Google, écoute, googlez-le, vous êtes la génération Google, vous trouverez. exactement, Non, c'est un LLM acronyme. Mais en fait, c'est un master de droit. C'est un master de droit. Il faut se rendre compte qu'il y a beaucoup de... Alors, les études aux États-Unis sont différentes de chez nous. Je ne sais pas si on le touche rapidement. Donc, aux États-Unis, tu commences par ce qu'ils appellent le undergrad, donc la fac au sens général, qui dure 4 ans et qui est très générale. Tu peux faire absolument tout et rien. Tu peux, dans certains cas, commencer à te spécialiser, à choisir. Donc, tu peux sortir avec des diplômes en finance. Par exemple, tu peux faire medical school après, ils appellent ça pre-med, plutôt t'orienter ingénieur, scientifique, etc. Mais tu peux parfaitement faire finance et théâtre, sport et droit, pas droit du coup, sport, enfin tu peux faire absolument tout ce que tu veux. Ah, donc la fac, tu ne sais pas une fac de droit, une fac de médecine? Non, les études américaines sont généralisées complètement. Et c'est très différent de notre schéma. Donc tu peux faire tout ce que tu veux à la sortie de ton lycée. Intéressant. Tu te spécialises tout doucement au sein des 4 ans et l'ultra majorité des gens s'arrêtent à la fin des 4 ans et vont travailler et c'est fini. Mais tu peux continuer. Si tu veux faire du droit, c'est une de ces études où tu es obligé de continuer. C'est pareil avec la médecine. Et donc le droit, tu dois faire ensuite ce qui s'appelle un JD, un Juris Doctor, qui est un diplôme qui dure 3 ans. Et à l'issue, là c'est que du droit. Et à l'issue de ce diplôme, là tu peux passer le barreau et ensuite travailler. Mais une des spécificités, il y a 2 types de droits qui ne sont pas enseignés en JD, ou très peu. C'est la propriété intellectuelle, donc tout ce qui est la musique, le cinéma, les brevets tech, etc. Et la fiscalité. Et donc, il y a beaucoup de gens qui, en fait, font l'undergrad, font le JD, et ensuite refont 1 an pour se spécialiser dans l'un et l'autre. Donc ça, c'est 2 grands types de LLM. On appelle ça IP, Intellectual Property, Tax. Il y a aussi droit bancaire, qui est pareil, très spécialisé, donc les gens le feront en plus. Et le 4e type de LLM, c'est un type de LLM qui s'appelle American Law, et qui, lui, est destiné à des étudiants étrangers. Alors, en fait, c'est des étudiants étrangers qui viennent pour 1 an pour faire des études de droit américain, mais dans l'ultra majorité des cas, avec vocation ensuite de rentrer dans leur pays d'origine et exercer dans leur pays d'origine. Mais le American Law LLM a un grand avantage, c'est qu'il te permet de passer le barreau, et notamment le barreau de New York. Alors, il faut voir qu'aux États-Unis, chaque État a son barreau. Certains nous ont mis en commun, et en fait, tu peux passer une espèce d'examen en commun qui te permet d'avoir le barreau dans plusieurs États, mais les règles sont différentes par État. Et donc, pour les étrangers, un des, entre guillemets, plus faciles à avoir, pas vraiment plus facile, mais plus accessible, c'est le barreau de New York, parce que tu peux le passer en tant qu'étranger, et il faut juste avoir eu un LLM, et il faut avoir eu pris un certain nombre de cours très spécifiques au sein de ton LLM. D'accord. Et donc, je ne sais pas si tu veux déjà que je parle de ça, ou que je reparte sur comment je suis arrivé au LLM, peut-être à vous. Non, mais toi, le comment tu es arrivé au LLM, ça peut être intéressant. Est-ce que c'est... je pense que les gens qui voudront creuser cette partie-là, je pense qu'ils pourront te contacter. C'était bien sûr à disposition pour discuter de ça. Parce que je pense hyper souvent des gens qui font un master maintenant, qui m'envoient des messages sur LinkedIn. Je réponds pas toujours très rapidement, je suis désolé, mais je le fais bien sûr. Tu vois, ça aurait été... en fait, je pense que dans le podcast, s'ils écoutent ton parcours et que dans ton parcours, tu as entre 2 moments, il y a un comment est-ce que tu es passé de l'un à l'autre, je pense que là, tu vois, si ça les a intéressés, ils pourront te contacter. Oui. Ou alors, tu vois, on fera un truc spécifique à ça. Tu vois, si tu reçois 10 demandes après le podcast, si tu as déjà 10 demandes de ton côté à toi,
qu'on pourra user des micros qui sont les miens et on fait un truc comme ça. Tu dis genre, allez écouter Castor, épisode spécial, comment faire un LLM. Les études aux États-Unis. Exactement, et Ouais, les gens pourront cliquer parce que ça intéresse beaucoup de monde. Ouais. Mais moi, en l'occurrence, c'est plus. Du coup, toi, le LLM que tu choisis, parmi les 4 options, c'est lequel? Donc moi, c'est taxe. Donc je voulais faire un LLM en taxe, puisque donc là, je pense que c'est clair, je savais que je voulais faire de la fiscalité. Et ensuite, alors j'ai fait, comme tout le monde, je suis allé voir les classements en ligne des meilleurs LLM. J'ai candidaté partout. Alors avec toute la préparation du dossier, les CV, les lettres de motivation, faire traduire les bulletins de notes des facs françaises. C'était un enfer absolu, mais je l'ai fait. J'ai tout envoyé, les entretiens, etc. Et finalement, à la fin, j'ai été accepté dans 3 LLM, au New York University, à New York, Georgetown University à Washington et Boston University à Boston. Et le classement théorique et des LLM en taxe à nouveau, et il y a des classements, il faut voir chaque type de LLM a un classement différent, les JD ont des classements différents, donc bien entendu. Mais en 1, dans les taxes, généralement, on considère que NYU, New York est la meilleure, Georgetown la 2e et Boston la 3e. Et moi, j'ai choisi Boston, la 3e, ce qui sur le papier n'était pas inné, mais je l'ai choisi pour 2 raisons. Une première qui est purement personnelle, qui était la ville. J'adorais Boston, j'étais allé à Boston avant, et il faut voir que c'était un gros changement. C'est la première fois que j'allais vivre seul dans un nouveau pays, une nouvelle culture, et donc le fait d'être dans une ville que je connaissais un peu, qui m'intimidait pas trop, ça a beaucoup pesé dans mon choix. Typiquement, je pense que New York aurait été très dur à... Je sais pas, que j'avais 23 ans, je pense que je me serais un peu perdu à New York, donc je suis très content de ça. Et la deuxième raison est que, donc comme je le disais, pour passer le barreau de New York, il faut faire un certain nombre de cours très spécifiques. Du droit civil, droit constitutionnel, droit pénal, un peu de procédure, etc. Américain, bien entendu. Et tous ces LLM en un an, normalement LLM ça dure 1 an. En fait, quand tu es étranger et que tu veux faire ce LLM, ils te disent, vous faites un semestre dédié à ces cours-là pour pouvoir passer le barreau, et un semestre lié à ce que tu veux vraiment faire, donc la fiscalité. Et moi, ça ne me plaisait pas du tout de faire ça parce que je trouvais que c'était pas assez. Et Boston a été les seuls à me proposer de faire un semestre en plus, et donc à faire ce LLM en fiscalité pure, et où en fait j'ai été quasiment qu'avec des étudiants américains. Qui est d'ailleurs quelque chose que je n'avais pas nécessairement anticipé au début. Quand j'ai débarqué le premier jour et que je me suis rendu compte que sur une promo de, je ne sais pas exactement combien on était, 50-60, on n'était que 5 étrangers, et que les Américains, il faut voir les Américains qui étaient là avec moi, sont des gens qui ont fait 4 ans d'undergrad, 3 ans de JD, beaucoup étaient déjà avocats, avaient déjà passé le barreau, et soit faisaient juste après le barreau pour se spécialiser, soit il y a beaucoup de gens qui faisaient quelque chose de très intéressant. En fait, ils ont bossé quelques années en cabinet et ils voulaient faire une transition vers la fiscalité, et donc ils venaient faire un LLM pour se spécialiser. Et donc, si tu veux, j'ai débarqué là, je me suis rendu compte que déjà que j'étais le plus jeune de très très loin, avec que des Américains, ça met un petit coup de pression. Mais donc, j'ai fait... Boston University m'a permis de faire ça, et donc j'ai pu faire 1 an de LLM en taxes, vraiment complètement ce que je voulais faire avec les Américains. Et ensuite, je suis resté pour faire un semestre en plus, qui était pour moi consacré seulement aux cours pour préparer le barreau, et où donc je faisais les cours à la fac, et en parallèle, je commençais la prépa pour le barreau, puisqu'aux États-Unis, tu fais des prépas, tout le monde fait ça. Et où donc j'ai commencé à préparer mon barreau, et que j'ai passé, donc que j'ai bossé pendant des mois et des mois. Là, pour le coup, j'ai jamais autant bossé de ma vie. Et ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure de apprendre à bosser, parce que là, c'était des heures et des heures, et c'est vraiment c'est du bachotage. Je vais naïvement poser la question, pourquoi le barreau? Pourquoi passer le barreau? Pour devenir avocat. Tu es obligé d'avoir le barreau pour devenir avocat. Ah, tu sais pourquoi moi je le voulais? Pourquoi tu le voulais, ouais. Ah, moi je savais que je voulais être avocat. C'est toujours ce qui me faisait envie, c'était le métier qui m'attirait. Je voulais travailler dans un cabinet, je voulais travailler aux États-Unis, et donc le barreau était vraiment la porte d'entrée pour ça. Aujourd'hui, chez EY, tu aurais pu ne pas avoir le barreau. Oui, tu peux. J'ai des collègues qui travaillent avec moi tous les jours qui ne sont pas avocats, mais nos carrières seront au bout d'un moment un petit peu différentes. Tu
fait des choses de manière un petit peu différente. Tu as aussi un aspect rémunération qui n'est pas le même. Euh, donc, on fait en majoritairement la même chose, mais c'est pas exactement pareil. Et typiquement, si tu n'es pas avocat, tu peux le faire ça que chez EY ou dans un des autres Big Four ou un peu plus large que Big Four ou en entreprise. Mais tu peux pas aller en cabinet. Pour ça, il faut être avocat. Je te pose volontairement pour qu'on comprenne bien à l'écoute l'intérêt de justement passer le barreau dans la foulée des études que tu as pu effectuer pour ensuite effectivement avoir une rémunération, une position, une évolution hiérarchique qui diffère aussi de si tu le passes pas et que tu t'en désintéresses, quoi. Donc c'est pas une obligation. Maintenant, c'était intéressant pour toi de l'avoir pour les raisons que tu as citées. Ouais, c'est pas une obligation, mais c'est quand même ce que l'ultra majorité des gens feront, essaieront de faire. Et puis, c'est un aspect validé. À la fin, j'ai fait 7 ans d'études. À la fin, je le voulais, quoi. Je voulais ce barreau, je voulais être avocat, je voulais le titre. Et je dois avouer que le jour de ma prestation de serment, j'ai rarement été aussi fier dans la vie. J'étais vraiment heureux de ça. C'est même aujourd'hui encore un de mes plus grands accomplissements. Et je ne regrette pas une seconde d'avoir fait ça comme ça. Et je pense que c'était la bonne façon de le faire. Mais effectivement, ce n'est pas une obligation. On peut parfaitement faire des études de droit et ne jamais être avocat. Et j'ai plein de copains qui l'ont fait et qui font des carrières hyper intéressantes où ils sont hyper heureux. Et on peut parfaitement travailler dans le domaine du droit, dans le domaine juridique et encore plus de la fiscalité sans être avocat. C'est tout à fait possible. Tu nous racontes rapidement comment t'appelles ça quand tu prêtes serment? La prestation de serment? Ouais. Alors la mienne est un peu spécifique puisque c'était pas en Covid. Mais donc pour te refaire chronologiquement, donc je finis Boston, je finis la fac officiellement en janvier 2020. En réalité, les cours étaient terminés depuis décembre. Et donc de décembre 2019 jusqu'à le barreau, et généralement il y a 2 sessions du barreau de New York, il y a une en février, une en juillet, et c'est généralement la dernière de février, la dernière semaine de février pardon, et la dernière semaine de juillet. Et donc de décembre à février, j'ai fait que barreau. Et c'était ma vie, je mangeais barreau, respirais barreau, dormais barreau. Enfin, ça c'est une période pas drôle, mais où tout le monde y passe et ça tu peux pas y couper. Je passe le barreau à Albany aux États-Unis. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Albany, c'est une ville du nord de l'État de New York, qui est la capitale de l'État de New York. New York n'est pas la capitale, mais c'est la capitale administrative. Et à part les bâtiments administratifs, il n'y a rien. Et donc, si vous avez un jour l'occasion d'aller à Albany, n'y allez pas. C'est vraiment pas une jolie ville. Mais j'y suis allé pour passer mon barreau. Donc ça, c'est février 2020. Et ensuite, j'avais passé les entretiens d'embauche déjà. Donc, pareil, à l'automne 2019, je faisais tout ça en parallèle. Et donc, j'ai signé avec EY en novembre 2019. Donc, je savais déjà que j'allais, à partir de... EY a été assez sympa sur ça. Ils m'ont laissé faire le barreau. Ils m'ont dit, tu commences après le barreau. Et donc, pareil, je suis assez reconnaissant sur ce plan-là. Et donc, j'ai commencé... Donc, je passe le barreau fin février. Je rends mon appart à Boston. Et je déménage à New York le 14 mars 2020. Donc, c'est une date que je n'oublierai jamais de ma vie et que beaucoup de gens n'oublieront jamais de leur vie puisque c'est le tout début du Covid. Et, enfin bref, on ne va pas reparler du Covid, tout le monde connaît ça. 14 mars 2020. Ouais. Ouais, moi j'étais de retour des Philippines, un voyage avorté par le Covid. Exactement. Donc, je ne me rappelle plus exactement de la date exacte calendaire. Par contre, je me rappelle que c'était un lundi, que le soir on avait une allocution d'Emmanuel Macron qui annonçait le confinement. Et effectivement, c'est des dates qui restent gravées. Ouais, moi, je me rappelle le premier cas de Covid aux États-Unis a été diagnostiqué le 12 mars 2020 à Boston. Et donc, je me souviens de Boston qui est devenue une ville fantôme en quelques heures, mais vraiment vide. Et on se rappelle tous, à l'époque, le Covid, il y avait des rumeurs complètement folles. Et il y avait une rumeur qui a commencé à courir qu'ils allaient fermer Manhattan. Ce qui, avec le recul, était bien entendu complètement stupide, mais à l'époque, on ne connaissait rien, on avait peur. Et donc, moi, en fait, je devais déménager 2 semaines plus tard. Mais j'ai tellement eu peur que j'ai pris tous mes affaires, tout mis dans la valise. J'ai rendu les clés de mon appart en avance et j'ai sauté dans le premier bus de Boston à New York. Et je suis allé à New York. J'avais pas d'appart à l'époque et donc j'ai dormi chez ma copine de l'époque pendant quelques jours qui m'a hébergé avant que mon appart soit enfin disponible et que je puisse emménager.
Donc voilà, donc c'était une période un peu drôle. Maintenant, ça nous fait rire, mais à l'époque, on rigolait pas beaucoup de À tout l'époque, ça. on avait tellement peu d'informations qu'on n'était pas capable de dire ce qui allait vraiment se passer. Exactement. Et donc ensuite, donc je commence chez EY le 23 ou 24, je sais plus. Bref. Donc EY te prend que t'es le barreau ou non. EY te prend que t'es le barreau ou non. Mais EY, donc pour revenir sur le fait que tu puisses ne pas être avocat chez EY, il faut être soit avocat, soit comptable. Sachant que comptable aux États-Unis, c'est un diplôme, remarque en France aussi, pour être expert comptable, c'est un diplôme très compliqué, des études très longues. Et donc aux États-Unis, on appelle ça CPA. Et donc c'est pareil, un diplôme qui est assez difficile à avoir, des compétences. Et donc en fait, ils te prendront, tu peux monter, ça dépend des départements encore, mais typiquement pour moi, ce que je fais, si tu n'es pas soit avocat, soit comptable, ils te bloquent pour passer manager. D'accord. Donc ils te laissent faire 2 ans de staff, 3 ans de senior, max. Exactement, mais après ils te diront il faut un des deux, ou tu te réorientes, ou il y a des manières de le faire, mais ils te bloqueront à un moment ou à un autre. D'accord. Euh, mais effectivement, au moment où ils me prennent, je ne suis pas encore avocat. Et j'ai des collègues à moi qui ont passé le barreau après, pendant qu'ils étaient déjà en train de travailler, qui ont préparé le barreau pendant qu'ils travaillaient. J'ai une admiration sans borne pour eux parce que c'est extrêmement difficile à faire. Mais c'est effectivement tout à fait possible. C'est pas un critère de recrutement. Ça aide, mais ça ne bloquera pas nécessairement ton recrutement. Et donc je commence chez Y. J'ai les résultats du barreau au mois d'avril, je crois, fin avril. On sait qu'on a le barreau. Et donc là, l'extase, le bonheur, etc. Et donc ensuite, il y a tout un processus administratif à faire. Tu dois envoyer tout un tas de documents, etc. pour t'enregistrer. Et la prestation de serment officielle, pour moi, était le 2 novembre 2020. Mais donc, c'est fait en ligne. Reconfinement. Alors, les États-Unis étaient un peu différents de la France. Théoriquement, on n'a jamais eu de vrai confinement comme vous, au sens on n'avait pas les attestations, etc. Mais en fait, de facto, tout le monde était confiné. Tu sortais pas de chez toi, tu restais chez toi. Moi, j'ai commencé du coup mon job chez Y en ligne. Mais j'étais terrifié. Moi, je me suis dit, ils vont juste m'appeler pour me dire, écoutez, on annule, c'est fini, vous venez pas. Et j'ai eu le coup de téléphone. Et je me rappellerai toujours, je décroche, c'était bonjour, c'est machin de chez Y. Et là, je me dis, ça y est, j'étais prêt à entendre le truc. Et il commence par, je suis extrêmement désolé. Je me suis dit, oh là là. Et il me dit, on doit annuler votre séminaire de recrutement. En gros, à l'époque, il t'envoyait une semaine en Floride pour, ils appellent ça Welcome to EY. Il me dit, on annule Welcome to EY à cause du Covid. Du coup, il faut que vous nous envoyiez votre adresse et on va vous envoyer votre ordinateur directement chez vous. On est vraiment navré, etc. Et moi, j'étais en train de sauter de joie de l'autre côté du téléphone. Mais du coup, je garde mon job. Oui, vous gardez votre job, génial, merci beaucoup, etc. Mais j'ai commencé chez moi, en jogging, dans mon salon, quoi. Et je ne suis pas allé au bureau avant juillet 2021. T'as commencé, date de démarrage chez EY, c'était quand? Mars 2020, 23-24, je ne sais plus quel jour. Fin mars 2020, juillet 2021, je n'avais jamais rencontré un seul de mes collègues. Je pense que je le souhaite à personne. De faire un onboarding, puis une intégration, enfin puis un démarrage de job, avec aussi longtemps chez soi. C'était atroce, ça a beaucoup impacté mon expérience, surtout dans une boîte comme EY qui mise énormément sur l'esprit d'EY, la communauté, etc., l'ambiance. C'est ce que j'allais dire, c'est-à-dire qu'il y a des jobs qui peuvent se faire en remote, enfin à distance. En l'occurrence, le télétravail à 100% n'était pas dans le contrat que tu as signé, tu étais censé être présent sur place. C'est juste la situation sanitaire qui a fait que tu étais chez toi. Ouais. Et du coup, je pense que les jobs où cet office dit que tu peux travailler à distance, tu as moins le même rapport à être chez toi en jogging que là, EY, où tu aurais bien aimé, tu vois, serrer la main de tes collègues, les sentir. Ah ouais, moi je voulais y aller. Et donc, juillet 2021, on a commencé à y retourner, mais il y avait très peu de monde. Et on a réellement commencé à retourner au bureau chez nous début 2023. Et encore, début 2023, je faisais encore que 2 jours par semaine. Et là, ça fait depuis le début de cette année, donc janvier 2024, que ils ont commencé à mettre des règles. Ils veulent qu'on vienne au bureau 3 fois par semaine. Et ce que tout le monde ne fait pas d'ailleurs.
Et moi, je vais maintenant 4 jours par semaine, mais parce que j'aime ça, parce que maintenant, il y a un esprit d'équipe, j'ai des amis au bureau, j'ai mes collègues, je sais m'asseoir au même endroit, je sais qui je vais retrouver. Enfin, moi, je prends du plaisir à ça. Mais au début, oui, c'était très très dur. Et puis, tu sais, ce côté, tu commences un nouveau job et tu as plein de questions, tu as 1 million de questions et tu personne à qui les poser. Tu peux pas te lever pour aller voir quelqu'un. C'est ça, où tu peux pas regarder ton collègue à côté et lui dire tu peux m'aider avec un document Word ou tu sais faire cette formule Excel. Moi, j'ai dû apprendre Excel. J'ai jamais pu études de droit, j'avais jamais vu Excel de ma vie. Et chez Y, en fiscalité, tu fais beaucoup d'Excel. Et j'ai appris Excel beaucoup tout seul sur Internet et aussi parce que j'avais une amie à l'époque qui était très forte sur Excel. Et donc, je l'appelais et on faisait des FaceTime pour qu'elle m'aide à faire des formules Excel. Et elle s'appelle Marie-Cécile. Si elle écoute ça, je m'en remercie du fond du cœur. Parce que sans elle, j'aurais galéré de ouf. Mais parce que pour moi, c'était plus facile de l'appeler elle. J'avais un peu honte d'appeler mes collègues. Surtout qu'en fait, il faut voir que je ne connaissais pas de collègues du coup de mon rang. Parce que quand tu bosses dans une équipe, généralement, il y a une seule personne de chaque rang. Donc en fait, les gens que je connaissais étaient des gens au-dessus de moi, nécessairement. Et donc, tu as un peu honte de poser les questions bêtes. Avec le recul, j'aurais dû, mais bon, c'est comme ça. Et donc, j'ai beaucoup dû apprendre tout seul. J'ai beaucoup patiné, parce que j'ai passé des heures et des heures à chercher, à apprendre tout seul, etc. etc. C'était très formateur, mais ça a été très dur. Et c'était aussi ce qui a été très dur pour moi. Et en fait, je suis désolé, on transitionne. Non, c'est hyper intéressant. On est en train de finir la partie parcours, du coup, avec l'arrivée chez Y. Et ce qui a été très dur, c'est qu'au début, chez Y, donc le début du confinement Covid, tous les clients ont annulé les deals. Il n'y avait plus rien. Donc moi, j'avais été recruté en tant que, même si je n'étais pas encore avocat, pour faire un métier d'avocat, pour faire du conseil et déjà un peu au début du M&A, sauf qu'il n'y avait plus rien. Et donc, mes 2 premiers mois, j'ai quasiment rien fait. Alors, on apprenait les why, les règles, etc. Mais j'avais très peu de vrai travail concret parce qu'il n'y avait rien. Et si bien qu'à un moment, ils ont décidé qu'il fallait que tout le monde fasse de la compliance. Donc, la compliance, c'est faire les déclarations fiscales pour les entreprises. Et donc, j'ai passé quasiment 1 an à faire de la compliance. Et donc, à faire des déclarations fiscales, des Excel, des trucs comme ça, ce qui n'est pas du tout ce pourquoi j'avais été recruté, ni mes compétences. Avec le recul, je suis hyper content d'avoir fait parce que j'ai appris énormément. Mais c'est très dur. C'est de l'effet sur le coup, ouais. J'étais chez moi, tout seul, je vivais seul. Confinement, je ne pouvais pas rentrer en France parce que je n'ai pas pu rentrer à la maison pendant 2 ans et demi. Donc tu le sais, on ne s'est pas vu pendant longtemps, il s'est passé plein de choses dans nos vies. Donc ça a été une période assez difficile qu'aujourd'hui je regarde avec... je suis très content d'avoir vécu tout ça. Enfin, content, je ne sais pas, mais je ne regarde pas du tout avec regret ou difficulté. Mais ouais, voilà, c'était cette période-là. Donc on a fait, j'ai avalé les couleuvres, j'ai fait des choses que je n'aurais pas dû faire ou pas pensé faire. Et j'ai essayé d'en tirer d'apprendre de ça et de gagner de l'expérience avec ça. Voilà. Et donc, tout ça très long, on était sur prestation de serment, je suis navré. Non, c'est hyper intéressant et sois pas désolé par rapport à ce parcours. Moi, c'est pour être tout à fait honnête avec toi, c'est la partie parcours qui m'excite le plus en tant que, à la fois en tant que host de ce podcast, si je peux me permettre, avec évidemment Gabou, co-host, où quand on interviewe quelqu'un, on a envie de connaître son métier, on a envie de savoir ses missions, on a envie de savoir toutes les questions que je t'ai posées au début. Et on a aussi envie de savoir le pourquoi, le comment, te creuser dans qu'est-ce qui fait, d'un point de vue très qualitatif, qu'est-ce que je peux pas lire sur LinkedIn, qu'est-ce que je peux pas lire sur une fiche de poste que je retrouve sur Internet, et qui fait que tu es toi aujourd'hui, et qui fait que tu seras toi demain. Et donc c'est plus ça qui m'intéresse. Et donc effectivement, la partie parcours, la partie métier, je la mets au début, pour que les gens puissent écouter que le métier, s'ils ont envie de s'intéresser qu'à ça. Et si tu vois, ils s'intéressent au métier et qu'ils voient que ça les touche, ça les pique, bah, ils peuvent toujours ensuite aller vers la partie 2, la phase 2, et ensuite découvrir ton parcours. Ouais. Donc non, il n'y a aucun sujet. Et donc, du coup, pour te finir, prestation de serment, ouais, la vraie prestation de serment, en fait, tu es à New York, tu es assigné à une cour, il y a 3 cours, Manhattan, Brooklyn, et la 3e, je ne sais plus où elle est. Et donc, normalement, on te donne une date, tu vas à la cour, très bien habillé. Généralement, je crois que tu as le droit à 1 ou 2 invités. Et puis, tu te lèves, tu as des juges en robe qui t'expliquent, te font un petit discours, t'expliquent les valeurs du métier d'avocat, ce qu'il faut respecter, etc. Et tu prêtes serment, donc tu lèves la main sur la Bible, parce que c'est les États-Unis,
Et en gros, tu jures d'avoir, je me rappelle plus exactement les mots du serment, mais d'être un bon avocat, d'être éthique, de protéger tes clients, etc., etc. Et voilà, et ensuite tu vas faire la fête. C'est un peu. Et donc moi, c'était presque la même chose, sauf que c'était sur Zoom. Et donc j'étais dans mon salon en costume, je m'étais quand même habillé, avec ma copine de l'époque qui me filmait sur mon téléphone pour que mes parents, en faisant FaceTime avec mes parents pour qu'ils puissent voir ça. Et, donc un écran Zoom où on voyait ma petite tête comme un Zoom, et la juge, ils étaient 3 avec un fond très officiel et qui nous ont fait la même chose mais sur Zoom. Donc voilà, je regrette un peu, j'aurais aimé la très belle prestation de serment, je ne l'ai pas eu, c'est comme ça. Si un jour je décide de passer l'équivalence du barreau de Paris, peut-être que j'aurai ma prestation de serment à Paris et que ça me fera mon rattrapage. C'est une option, ça? L'équivalence à Paris? Un jour, je pense, ouais. J'en ai pas besoin pour l'instant. De toute façon, même dans l'optique d'un retour en Europe, la réalité c'est qu'aujourd'hui je suis avocat américain et que c'est ce que je sais faire, et je ne me vois pas favorable qu'ils apprennent quasiment tout du droit français ou d'un autre pays, et c'est pas ce que je veux faire. Mais bon, d'un autre côté, j'ai quand même fait 5 ans de droit en France, je suis français. Si un jour je veux me réinstaller à Paris, peut-être que je serais quand même content de pouvoir passer ce qu'on appelle l'équivalence du barreau de Paris. Donc je sais pas si ça peut être intéressant. Le barreau de Paris, pour ceux que ça pourrait intéresser, donc quand tu as fait tu peux le passer dès après le M1. La plupart des gens le font après le M2. Et donc tu passes ce qu'on appelle vraiment le barreau et l'examen initial, que tu passes autour du mois de septembre à l'écrit, et ensuite tu as les oraux un peu plus tard vers novembre. Donc tu fais ta prépa tout l'été, tu passes l'examen du barreau si tu as la chance de l'avoir. Ensuite tu vas faire l'école du barreau pendant un semestre. Et ensuite, tu dois faire, si je ne dis pas de bêtises, 2 stages de 6 mois. Et très traditionnellement, à la fin, le stage final, le dernier stage, si ça se passe bien, généralement, le cabinet te fait une offre et tu restes. Et à la fin de ce stage, à la fin de ces 1 an et demi, disons, tu as un deuxième examen qui s'appelle le CAPA, mais qui est considéré, je ne vais pas dire que c'est une formalité, parce qu'il faut quand même le passer, il faut quand même travailler. Mais là où c'est très très dur, c'est le barreau initial, le CRFPA et le non officiel. C'est là où c'est vraiment très 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 difficile et où tu bosses comme un fou. Et ensuite, donc, tu fais ton CAPA et là, à ce moment-là, tu es avocat. Tu as aussi une prestation de serment et tu es avocat. Et donc toi, si tu devais faire la passerelle entre New York et Paris, tu ferais quoi? Alors, tu peux faire, ça s'appelle l'article 100, la procédure de l'article 100, et donc qui permet que c'est dédié aux avocats étrangers. Et donc, en fait, c'est surtout un gain de temps puisque tu n'as pas ces 2 ans à faire, et tu fais, c'est pas tout à fait exact, mais pour schématiser, tu fais presque que le CAPA à la fin. En fait, tu as juste un grand examen et tu as en plus un examen oral, un entretien oral pour pourquoi est-ce que tu veux être avocat au barreau de Paris, qu'est-ce que tu vas apporter, etc. Je schématise, hein, c'est compliqué avec ça, mais il y a une procédure pour les avocats étrangers, donc moi je pourrais faire ça, et donc être avocat un jour au barreau de Paris. Après, ce que tu disais, c'est que la vérité, c'est que dans l'exercice de tes fonctions, ensuite au barreau de Paris, vu que tu as fait toute ta carrière, pour l'instant en tout cas, à New York aux États-Unis, tu aurais de toute manière besoin de rattraper beaucoup de choses du droit français pour ensuite gagner en crédibilité et exercer, tu vois. Et en fait, déjà, même si je rentrais en France, je continuerais à être avocat américain. Donc, je ferais exactement la même chose, mais depuis Paris, pour des clients. Tu peux le faire dans l'autre sens. Par exemple, des clients français qui voudraient faire des investissements aux États-Unis, je pourrais les conseiller sur ça. Ou des clients américains qui voudraient venir en France, tu peux les conseiller sur quelles seront les conséquences pour eux. Donc, ça, je pourrais le faire depuis Paris, c'est pas un problème. Et en fait, la réalité, ça revient un peu à ce qu'on disait au tout début, je fais du conseil. Je plaiderai pas. Je ne suis pas le genre d'avocat qui ira plaider, je plaiderai jamais. Et donc, en fait, la réalité, j'ai juste besoin d'être avocat quelque part. J'ai pas vraiment besoin. Alors, à part, il y a des questions de responsabilité juridique, etc. Quand tu es partenaire, il faut être avocat dans la juridiction, surtout si tu veux signer des documents. Mais d'un point de vue purement mes fonctions, je fais du conseil, je suis consultant plus qu'avocat au sens où on entend. Et donc, à partir du moment où tu es avocat quelque part, ça suffit. Je serais quand même curieux qu'on refasse une V2 de cet épisode et qu'on voit dans quelques années si t'as pas plaidé un jour ou l'autre à la cour. Je serais hyper curieux de voir si t'as passé ce... Parce que je sais pas trop si quand tu me l'exprimes,
c'est une question de volonté ou une question de c'est pas moi, ça me ressemble pas. Il y a un peu des deux en fait qui se mélangent. Ouais, moi, c'est jamais, comme tu le sais, on se connaît depuis qu'on est jeune. Tu sais que moi, parler en public, ça a toujours été un peu Il y a difficile. énormément de choses qui sont difficiles Et je l'ai appris. et pour autant que tu as appris et que tu as dépassé. Ouais, mais je- j'en ai jamais eu l'envie. Jusqu'à présent, j'en ai jamais eu l'envie. J'ai aussi choisi un droit où j'en avais pas nécessairement besoin. Mais on ne sait jamais. Effectivement, peut-être qu'un jour, je changerai d'orientation. Peut-être qu'en restant dans la fiscalité, je me retrouverai à plaider. Il peut se passer plein de choses. Ce qui est sûr, c'est que tant que je reste chez EY, je ne plaiderai jamais. Puisque EY n'étant pas un cabinet d'avocats, on n'a pas le droit de plaider. Même si on est avocat au sein d'EY, on n'exerce pas en tant qu'avocat. Tant que je serai chez EY ou un autre Big Four, je plaiderai jamais. Mais effectivement, si un jour je décide de changer et d'aller dans un cabinet d'avocats, ça peut arriver. Et à ce moment-là, je te ferai un débrief de comment ça s'est passé. Si un jour toi tu as des problèmes, peut-être que je plaiderai pour toi. J'espère Ce serait pas. excellent. Normalement, je dis beaucoup le mot excellent sur un podcast et là, je me suis tenu de ne pas le dire mille Non, fois. c'est très clair. C'est très clair. Je dis ok, je dis excellent. En fait, je dis des choses ou des formations professionnelles. Normalement, tu es censé acquiescer et dire oui, je suis là, oui, j'entends ce que tu dis et effectivement, je le comprends. Et sur un podcast, ça s'entend énormément. À l'audio, très clair. Je sais que vous aviez relevé ça, vous, à l'époque. Ah oui, c'est très clair. On a transitionné vers la phase 3 sans trop s'en rendre compte. Est-ce que la phase 2, déjà, tu as des choses à rajouter qu'on n'aurait pas couvertes? Non, je crois qu'on a tout dit, puisqu'en fait, après prestation de serment, donc c'est EY où on a touché ça. Donc j'ai monté les grades progressivement. J'ai appris et je continue d'apprendre le métier tous les jours. Que ce soit d'un point de vue technique, comme je disais, je découvre des choses tout le temps. Je continue de m'améliorer. Je continue à galérer. Parce que enfin, vraiment, ouais, rien n'est acquis, quoi. On découvre toujours des choses. Mais j'ai la chance de travailler avec des gens que je considère pour certains être les meilleurs de l'industrie dans ce qu'on fait, qui sont passionnants, qui vont toujours pousser les limites un peu plus loin. Et donc j'ai beaucoup de chance sur ce point-là. Donc vraiment, je m'éclate à apprendre. Et ça, c'est super. Mais je pense que je ne serais pas heureux dans un métier où je ne serais pas en train d'apprendre tous les jours. Et donc voilà, la dernière étape pour moi, très récente, ça a été de devenir manager et donc d'apprendre à manager. Ce qui n'est pas inné, ce qui n'est pas facile. Et peut-être que je te ferai un compte rendu dans 1 an, dans 2 ans, dans 10 ans sur mon expérience comme ça. Mais ça me plaît, ça m'excite d'apprendre ça aussi. Je suis sûr que je fais plein d'erreurs. Mais on continuera à s'améliorer. Moi, je serais hyper curieux de savoir sur ce podcast, sur les épisodes qu'on a pu réaliser avec Gabo, où seront les gens effectivement par rapport à ce à quoi ils ont aspiré, par rapport à leur évolution au sein de leur société ou par rapport à leur évolution perso. Ça me ferait marrer de faire une petite piqûre de rappel dans X mois, X années pour voir effectivement l'avant-après. Vous devez faire un grand épisode, le retour, juste 10 minutes par personne. Exact. Vous en êtes où? Qu'est-ce qui a changé? Combien ont complètement changé de vie? Épisode XX, le retour. Le retour de s'éliminer. Ça serait, en vrai, ce serait marrant. Tu peux l'imaginer. Qu'est-ce que je voulais dire? Phase 3. Phase 3, je voulais dire un autre truc avant la phase 3. Oui, juste sur la phase 2, la manière dont je vois l'écoute que pourraient avoir les auditeurs de ce que tu as pu présenter, c'est encore une fois un métier. Soit j'accroche et je continue, soit j'accroche pas, je passe à un épisode à l'épisode d'après, l'épisode qui moi peut me correspondre. Mais je vois aussi ça sous l'angle les phases de ta vie. Tu vois, typiquement, tu as parlé d'Assas, tu as parlé de comment est-ce qu'on postule aux États-Unis, un LLM, tu as parlé des difficultés que tu avais pu rencontrer à la fac, tu as parlé d'un certain nombre de sujets qui, isolés, peuvent aussi faire sens pour certaines personnes qui nous écoutent, qui ne vont pas forcément vouloir faire du droit, mais par contre qui sont à la fac dans d'autres filières. Et donc, une des réflexions que j'ai, c'est aussi comment est-ce que j'arrive à isoler des moments importants de ton discours pour que les gens puissent avoir accès à cette information et que cette information s'ils en ont envie. Bref, c'était une petite réflexion perso en fin de phase 2. Et du coup, phase 3, tu as tes aspirations. On est le combien? 16 septembre. 16 septembre 2024. On se souhaite quoi? On veut quoi d'ici à... encore une fois, c'est toi qui définis ta temporalité. Est-ce que c'est 16 septembre 2025? Est-ce que c'est demain?
16 septembre 2025, c'est continuer. Ce que je vous disais il y a quelques minutes, je découvre un nouvel aspect de mon métier qui est d'être manager. Et j'espère te voir dans un an. Enfin, je sais qu'on se verra dans un an, mais j'espère pouvoir te dire ça se passe super bien, j'ai appris ça. Tu te rappelles le staff où je te disais que c'était difficile au début, et ben maintenant on s'entend super bien, il bosse super bien, je suis hyper fier de lui. C'est ça ce que j'espère, c'est vraiment je voudrais apprendre, je veux continuer à apprendre la partie que je connais déjà, technique, et m'améliorer en tant qu'avocat vis-à-vis de mes clients et juste être un meilleur conseiller pour mes clients. Mais je veux aussi, pour moi, apprendre à être un bon manager. C'est quelque chose qui me tient très à cœur. C'est vraiment ce que mon axe pour cette année, c'est vraiment de développer ça. Et ensuite, à plus long terme, c'est difficile parce qu'en fait, on fait un métier où finalement le métier est toujours le même. Que ton premier jour ou ton dernier jour en tant que partenaire, avocat, tu fais la même chose. Tu conseilles tes clients sur des questions de fiscalité. Tu le fais de manière différente, avec plus d'expérience, avec des manières, bien entendu, d'approcher le métier différentes, mais tu fais un peu toujours la même chose. Je ne peux pas dire que je vais beaucoup changer, j'espère juste m'améliorer, devenir meilleur dans mon métier. Donc ça, c'est l'aspiration pour le moyen, voire long terme. Je ne sais pas où je serai exactement. Comme tu sais, il y a plein de questions personnelles qui se posent. Probablement un retour en Europe dans quelques temps. Est-ce que je resterai chez EY ou est-ce que je voudrais partir dans un cabinet d'avocats au sens pur, aller en entreprise? Je n'ai pas de réponse aujourd'hui. C'est des questions que je me pose. Voilà, je te ferai le débrief dans quelques temps. Avec grand plaisir. Est-ce qu'il y a un mot de fin que tu veux partager aux gens qui nous écoutent? Quelque chose qu'on aurait couvert que tu veux compléter ou alors quelque chose que tu veux ajouter, sachant que les gens qui nous écoutent, tu vois, ils n'ont pas forcément de notion sur ton métier ou... Non, un truc peut-être un peu bateau, mais qu'il faut y croire. Je sais que moi, on se connaît depuis longtemps, j'ai toujours dit que j'irais aux États-Unis, j'ai toujours dit que je serais avocat aux États-Unis, et ça paraissait extrêmement loin à l'époque. Et il y a des moments où ça paraissait complètement impossible, où je me suis dit que ça n'arriverait pas. Et finalement, j'y suis. Je suis exactement là où je voulais être. Et alors maintenant, du coup, tu pousses toujours le... Maintenant, tu veux autre chose, bien entendu. Mais je l'ai fait. Et encore une fois, pour ceux qui me connaissent, en sachant que j'étais loin d'être quelqu'un d'exceptionnel. Enfin, j'étais vraiment un ado très lambda, très moyen, un lycéen et étudiant très moyen. Mais je suis bossé et j'ai réussi. Et je ne suis pas le seul dans ce cas-là, mais je pense j'ai quelques personnes en tête qu'on connaît tous les deux, qui sont la preuve de ça, de tout le monde peut y arriver. Il faut un peu de chance, bien entendu, il faut être bien guidé et bien accompagné, bien entendu, mais en bossant, ça peut marcher. Et je trouve ça cool, et voilà, j'espère que ça aidera peut-être des gens, mais voilà. C'est un bon mot de la fin. C'est un très beau mot de la fin. Ça aidera forcément des gens. Écoute Maxime, j'ai eu beaucoup de plaisir à t'avoir aujourd'hui. Merci, moi aussi. Merci d'avoir été cet auditeur acharné que tu as été sur les 16 premiers épisodes. On fait les vues. On avait pas mal d'écoutes, on avait pas mal de retours de gens qui commencent à discuter avec ton AUV en disant coucou, je t'ai eu sur Castor. Alors je sais pas qui sont ces personnes-là, je les connais pas moi personnellement, donc en l'occurrence ça sort de mon réseau premier, même deuxième, même troisième, c'est des gens qui ont, de par le simple fait qu'on soit sur Spotify ou qu'on publie sur LinkedIn, font des liens. Et je trouve ça excellent en fait. On n'aide pas que nos copains ou mon petit frère, même si finalement c'était que mon petit frère ou que mes copains, je serais déjà ravi. Là ça va encore au-delà, donc j'espère qu'un jour très proche, on pourra te contacter en disant coucou Maxime, je t'ai écouté sur Castor, est-ce qu'on peut en discuter? Ah, avec plaisir. J'ai déjà fait avant, ça m'arrive régulièrement d'avoir des vues classiques, l'invitation de LinkedIn et le message bonjour. Alors c'est marrant parce que c'est là qu'on devient vieux. Parfois j'ai des bonjours Monsieur Gros, parfois j'ai des bonjours Maître Gros. Je suis en mode oulala, non, Maxime c'est très bien, merci. Monsieur Gros c'est mon père, moi c'est Maxime. Mais oui, voilà, je suis en M2 machin, vous avez fait le parcours, je suis intéressé, truc. Et franchement, je le ferai avec plaisir parce que je sais qu'à l'époque, moi j'ai eu de la chance d'avoir des gens qui ont pu répondre à mes questions, d'être assez bien entouré. Mais c'était pas du tout facile, les réponses, surtout avec la partie des États-Unis. C'était dur de trouver certaines réponses, c'était pas forcément facile de faire cette transition France-États-Unis, de faire tout
cohabiter, de faire que les pièces du puzzle s'emboîtent bien. Et donc, si je peux, ne serait-ce que discuter, aider, me donner des conseils, je le ferai avec grand plaisir. Il faut juste être patient. Parfois, je mets du temps à répondre et je suis désolé. Mais il faut relancer les messages, harcelez-moi. Mais en tout cas, avec plaisir, Maxime Gros sur LinkedIn. Il y en a quelques-uns, mais trop. Et ouais, avec grand plaisir. Je vais finir avec mon mot fétiche, très clair. Ou excellent. Très clair. Merci Maxime en tout cas pour ton temps. Merci. C'est très cool.